Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si on prenait enfin le temps, nous les hommes, les pères, de secouer les clichés, de remettre en question les rôles traditionnels au sein de nos foyers ? Parce que soyons honnêtes, malgré les discours et les bonnes intentions, la charge mentale et la répartition des tâches familiales restent largement déséquilibrées. Dans ce nouvel épisode de Papatriarcat, nous allons nous attaquer sans détour à ces sujets brûlants avec mes invités Guillaume Dodin et Stéphane Jourdain, journalistes et co-auteurs de la BD L'arnaque des nouveaux pères, qui va venir nous titiller un petit peu. Alors si vous ne les connaissez pas, sachez qu'après avoir démonté la charge contraceptive dans leur première BD, Les Contraceptés, les voici qui reviennent creuser du côté des paternités et ça gratte un peu. Et justement, avec nous aussi, il y a Rémi Guilloton, qui est un père impliqué, créateur d'un média sur la paternité, Daron TV. Vous pouvez d'ailleurs vous demander, mais qu'est-ce qu'il fout là, Rémi ? La réponse, elle va pas tarder. Dans leur BD, Guillaume et Stéphane nous bombardent de chiffres impitoyables. Par exemple, 83% des rendez-vous médicaux pour les enfants sont encore pris par les mères sur Doctolib. Pourquoi cette inertie alors que les discours sur l'égalité abondent ? Guillaume et Stéphane décortiquent ces paradoxes et nous guident à travers les obstacles invisibles, mais bien réels, qui entravent la pleine implication des pères dans les tâches domestiques. Mais avant de sombrer dans un pessimisme total, nous parlons bien sûr aussi des solutions à travers des échanges d'idées. Alors Rémi, avec sa perspective de père engagé, il nous parle de ses expériences et de ses points de désaccord d'ailleurs avec les auteurs de la BD. Rémi, il se questionne beaucoup, lui, sur le titre et l'impact qu'il peut avoir, et nous explorons ensemble comment cette œuvre vise un public bien précis. Ni les pères exemplaires, ni les anciens pères absents, mais bien ceux qui cherchent à évoluer et qui par ailleurs peuvent se dire qu'ils ont déjà fait tout ce qu'il fallait. C'est une BD qui ne fait pas la morale, mais qui pousse à la réflexion et à l'action. Je vous partage aussi une répartition de mon cheminement personnel vers une répartition plus équitable des tâches ménagères et de mon apprentissage de la machine à laver par exemple, qui illustre alors avec humour et surtout honnêteté comment un simple geste peut symboliser un changement profond. Guillaume et Stéphane, ainsi que Rémi, évoquent les tensions et frustrations que ces transitions peuvent engendrer, mais aussi des solutions pour les surmonter. Nous ne pouvions pas ignorer l'impact des réseaux sociaux dans cette équation. Quelles images véhiculent-ils des nouveaux pères et quelles images véhiculent eux-mêmes ces nouveaux pères et comment influencent-ils la perception publique ? L'exemple de Vianney nous sert de point de départ pour discuter de la glorification des rôles paternels et des injustices médiatiques auxquelles les mères sont confrontées et les pères un peu parfois. Nous échangeons bien sûr sur les politiques publiques et sur les actions nécessaires pour amorcer un véritable changement. Est-ce qu'un congé paternité plus étendu changerait la donne ? Que se passe-t-il ailleurs, comme en Suède, et que pouvons-nous en apprendre ? Enfin, nous évoquons aussi le rôle traditionnel du père, élevé dans une masculinité loin de ses émotions, Stéphane nous parlera de parpaing, et des échanges que les auteurs ont eus avec leur propre père pour les besoins de la BD, un exercice pas vraiment évident. Cet échange est une véritable plongée dans les défis de la paternité moderne, une réflexion provocatrice et nuancée sur ce qui doit encore évoluer pour atteindre une véritable égalité. J'espère que notre conversation résonnera en vous autant qu'elle l'a fait pour moi. Restez avec nous, vous allez adorer cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone. Le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. L'arnaque des nouveaux pères, quoi. C'est quoi cette idée de nom, en fait, l'arnaque, dans votre titre ? Pourquoi avoir choisi ce terme un peu provocateur pour parler des nouveaux pères ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors déjà, on a failli avoir comme sous-titre « Bienvenue dans le papatriarcat ». On est passé pas très loin. On a essayé. Pas hyper fan et puis c'était quand même problématique avec toi. Enfin bref, c'était pas. Ce podcast n'aurait peut-être pas eu lieu du coup. Ouais. Non, bah, on t'aurait demandé évidemment. Enfin, ça se serait fait avec ton accord, mais moi je trouvais ça assez cool. L'arnaque, parce que les mecs et les pères se racontent une histoire. Enfin, en tout cas, c'était un peu le présupposé après avoir gratté un peu des témoignages et des stats sur ce sujet. C'est-à-dire que les mecs se voient plus beaux qu'ils ne le sont, au motif qu'ils changent plus de couches ou qu'ils donnent plus de biberons que leur propre père. On va faire des généralités. Et ils ont l'impression d'être arrivés à un monde égalitaire, alors qu'en fait, ils en sont très loin.
Donc il y a une arnaque, elle peut être préméditée ou pas forcément. On peut arnaquer quelqu'un sans l'avoir voulu avant, et donc il nous semblait que c'était un bon terme. Le terme, pourtant, il est le fruit de pas mal de discussions entre nous, avec notre éditeur, autour de nous, parce que moi, j'étais plus réticent que Stéphane. J'étais pas réticent sur le constat. Je pense que, au bout du compte, il est juste. J'étais réticent, comme tu dis, sur le côté provocateur, avec plein de débats dont on va sûrement reparler un peu plus tard, mais aussi sur la capacité que ce titre a à pouvoir attirer à lui des pairs. Parce que c'est aussi le but de la BD, c'est de réussir à ouvrir la discussion avec des pairs sur leur implication, comme nous, on a essayé de l'ouvrir avec nous-mêmes sur ce qu'on fait pas bien. Et je me disais, est-ce que l'arnaque, c'est la bonne chose pour ça ? Donc on a pas mal hésité, moi j'ai pas mal hésité, je me suis rappelé de l'exemple de notre précédente BD, Les Contraceptés, où on l'a lancé en se disant qu'on allait avoir des hordes de pères qui l'achèteraient, et puis en fait finalement c'était que des femmes enfin beaucoup de femmes en tout cas, qui l'ont acheté à des hommes autour d'elles, et on s'est dit que si c'était moi je me suis dit, si c'est le moyen d'évangéliser, d'avoir des femmes en relais là-dedans, et on les remercie, peut-être que l'arnaque ça va leur parler, et sachant que comme l'a dit Stéphane, l'arnaque elle peut être dans plein de sens. C'est l'histoire qu'on se raconte à tort à soi-même, c'est l'histoire qui est racontée dans la presse parfois à tort sur l'implication phénoménale des pairs. Il peut y avoir plein de dimensions à cette arnaque. C'est vrai que dans votre BD, vous écrivez « L'avènement de ces nouveaux pères a fait naître l'espoir d'un monde égalitaire, un mirage si on gratte un peu ». Parce qu'en plus du titre, il y a aussi une magnifique image quand même, brillante, hein. Enfin, moi, je trouve ça brillant. Et on embrasse Antoine Grimet qui l'a dessiné. Qui est pour notre auditoire qui n'a pas le visuel sous les yeux, c'est l'image d'une femme qui gravit avec beaucoup de difficultés une montagne avec un sac à dos sur le dos, et sur ses épaules, un père est en écharpe, je crois, qui porte bébé et qui se prend en même temps en photo, en selfie, sur un selfie, bien entendu, sur lequel on ne verra pas la mer, j'imagine. Et c'est vraiment, avec ce titre et cette image, c'est très impactant quand même. Alors après, est-ce que ça incitera les hommes à l'acheter ? Ma foi, ça c'est un grand débat, mais la réflexion que tu faisais sur le vecteur féminin pour atteindre les hommes, qui est notre cible, moi c'est une réflexion que j'avais vue sur mon livre « Tu vas être papa ». Pourtant qui est un titre qui est très engageant quand même pour les hommes, et en fait le constat, même avec un titre pensé, même avec des dessins pensés et tout, c'est que les femmes l'ont acheté pour leur mec. Donc après on lutte contre les stéréotypes, mais on est dans un monde dans lequel ils sont là, donc voilà, on n'a pas non plus trop le choix. Comment est-ce que vous expliquez que la charge mentale dont vous parlez dans votre livre, pour vous citer, en 1986, les femmes géraient 80% des activités parentales, en 2024, elles en gèrent encore 71%. C'est les chiffres qu'on peut trouver dans votre BD. Pourquoi est-ce que ça reste encore largement féminin ? Pourquoi est-ce qu'en 2024, les femmes continuent-elles à gérer plus de 70% des tâches parentales ? D'abord parce que la charge mentale, la prise en compte de la charge mentale est une révolution très récente, et que avant il n'y avait pas de mots dessus, et donc pas vraiment de réalité, en tout cas chez la plupart des hommes. Et donc s'il n'y a pas de mots, c'est pas quelque chose qu'on peut déconstruire, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre sur la table et essayer de disséquer pour l'abattre. C'est tout récent, c'est quelques années derrière nous, et derrière il y a des millénaires de patriarcat, donc c'est pour ça que ça va si lentement. Ensuite on attend les stats qui vont arriver dans un an ou deux du prochain rideau d'enquête, et ce sera très intéressant de voir comment ça évolue. Les chiffres qu'on a les plus larges, les plus récents datent des années 2011, les 70% contre 30. Depuis, il y a eu tout un tas de petites choses un peu plus anecdotiques, mais qui montrent bien l'état de la différence. L'exemple qui nous a quand même beaucoup marqué, c'est Doctolib qui l'a donné, avec les mères qui gèrent 83% des rendez-vous, de la prise de rendez-vous pour leurs enfants. C'est assez monstrueux. Moi, j'ai des bouffées d'angoisse à l'idée de penser, je ne sais pas dans quelle proportion, mais qu'il y a encore des mères qui font les valises, évidemment, pourquoi pas pour les enfants, mais aussi pour les pères quand ils partent en vacances. Ça me paraît assez dingue. Et moi, je pense que la charge mentale, en fait, c'est le truc le plus dur à remettre en cause. Avoir sa copine qui dit tiens, étends le linge, j'ai fait la lessive, c'est un peu relativement facile à faire. Par contre,
penser à faire la lessive, penser à se dire qu'on va vider le panier de linge, penser à se dire tiens, on va partir en vacances, peut-être qu'il faudrait racheter un maillot de bain à l'enfant. Ça, c'est quand même un truc qui demande un peu plus de configuration mentale préalable. Et ça, je pense que ça met plus de temps à bouger. C'est vrai que par rapport aux représentations qu'on peut avoir, moi, tu sais, je fais des confs sur le sujet et souvent, tu vois, je mets des photos genre d'un père qui est en train de changer une couche. Donc tout le monde a la réaction est unanime quand je mets cette photo. Tout le monde fait, tu sais, t'as ce petit toujours. Et je leur dis c'est beau hein, et tout, tu vois. Donc j'accentue le truc, c'est beau quand un père qui prend sa part et tout. Et moi, les questions que je pose, c'est ok, mais qui a acheté les couches? Qui a choisi l'alignement? Qui s'est tapé le fait de regarder? Je pense que c'est là-dessus, tu vois, qu'on doit vraiment. Mais je pense que cette step, tu vois, d'aller plus loin, enfin de changer des couches, on a compris. Globalement, hein, et bien sûr qu'on va trouver, mais ça, je pense qu'il y a un truc. Mais le fond du problème, quand tu parles, la logistique et tout, c'est important. Et il y a des, vous en parlez, vous prenez notamment dans la BD des exemples, et c'est ce qui va nous amener à parler de Rémi qui est parmi nous. Du coup, Rémi Guilloton de Zaron TV, dont un des épisodes avec Camille Combal est retranscrit dans la BD en partie. Ouais. Je vais juste raconter du coup pourquoi Rémi est là. Rémi a reçu votre BD. Donc moi j'avais déjà eu la possibilité de la lire en numérique avant pour préparer cette interview par ailleurs. Et il t'a mis un texto mais quelle bande de connards non déconner presque. Les gars, on va pas se mentir, j'étais à ça de ce texto. Il m'a envoyé un texto avec des photos et il m'a dit mec, tu sais ce que c'est, tu vois, et tout. Je sais plus exactement. Bon, déjà, j'ai commencé par putain, les gars, vous m'avez très mal dessiné. Déjà, de base. Camille, et on salue Charlie. Moi, pas ouf. Mais du coup, il me dit ça, et moi, je lui réponds, lis le reste, parce que je connais Rémi aussi, donc je lui dis, lis le reste, tu verras, machin et tout. Et donc, il lit le reste et tout, il me dit, et le soir, il me dit, putain, quel gros boulot. Bon, voilà. Il a bien compris que déjà tout avait changé dans le ton du message, etc. Et il me dit, j'ai quand même 2-3 trucs à leur dire. Je dis, bah écoute, ces fils de lâche. je les reçois le 20. Donc, je dis, mec, il faut que je passe. Vous allez rencontrer, tu vois, parce que c'est intéressant. Non, forcément, le premier truc, les gars, et je suis désolé de revenir sur ce sujet qu'on a abordé en premier, mais c'est le titre, moi, qui m'a interpellé, en fait. Pas choqué, mais qui m'a interpellé. Je me dis, pourquoi ce titre? L'illustration en effet extraordinaire. Not all dad, quoi. Not all dad. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais exactement. Mais oui. Et je me suis dit, mais en fait, tu t'adresses, et on va être très clair, tu t'adresses à qui en faisant ça? Ma première réflexion, c'est de me dire, en fait, en faisant un bouquin comme ça, avant de le lire, les gars, attention, hein, les choses soient claires, je l'ai lu dans la night. Je me suis couché, j'ai fait OK, gros taf. Mais je reviens sur la couverture, et je me suis dit, pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, je me suis dit, le truc, je le vois en rayon, et je me dis, en fait, vous vous adressez à qui? Je pense à mes potes, comme vos potes, qui tentent au mieux, attention, et pour beaucoup ils font le taf, mais qui tentent au mieux, passant par des délicatesses, de faire le job, qui pour eux font vraiment le boulot, c'est-à-dire charge mentale vraiment en 50-50, et je parle d'une vraie charge mentale, on parle de ça, c'est-à-dire les rendez-vous chez le médecin, les SAP, les courses, les machins, enfin toute cette tanasse, les activités et j'en passe. Et je me suis dit, ces mecs vont le prendre comment? En se disant, putain, les mecs, on sait que c'est compliqué, les chiffres le prouvent parce que vous avez fait un taf, mais titanesque, et je m'en suis rendu compte à la fin. Donc bien sûr, les chiffres le prouvent, mais quand tu fais le job, quand tu as l'impression de faire le job, et que tu vois ce titre, parce que c'est ta première impression, c'est une couve, et tu dis, putain les gars, pourquoi? Après, si tu fais vraiment le job, et si tu es vraiment exemplaire, etc., t'es pas vraiment un nouveau père. Alors le concept est un peu filandreux, et pas forcément très clair, mais je veux dire, les anciens pères, les mecs qui sont... que dans l'autorité, qui s'occupent de rien, qui s'en foutent de leurs gamins et tout, ne sont pas dans le livre. On n'a pas parlé d'eux, ils sont pas dedans. Les mecs qui sont parfaitement exemplaires et qui sont à 50-50, etc., voire qui en font plus, ne sont pas vraiment dedans non plus parce qu'ils sont pas vraiment dans le concept de nouveau père. Mais ça veut dire que en écrivant ce bouquin, qui encore une fois, je vais le répéter plusieurs fois parce qu'il faut dire les choses, c'est énorme ce que vous avez fait. Merci. Je me dis juste qui, et j'espère que ça va marcher, hein, mais qui va l'acheter? Je te donne un exemple. Je suis une nana et je me rends compte qu'à la maison, en effet, on est clairement sur une arnaque. C'est-à-dire que mon gars, lui, c'est ce gars qui fait des photos. Et je me rends bien compte qu'en fait, il en fout pas une. On est ce qu'on appelle en charge mentale à 80-20, 70-30, tu vois. Donc je vais l'acheter. Camille Combal, c'est pour ça. C'est que j'embrasse, frérot. Mais on l'embrasse. Donc je suis sa nana, je l'achète pour lui dire, tu vois, voilà, ça c'est toi. Tu te prends en photo, tu as l'impression de faire le taf, regarde ces chiffres et regarde ce qu'ont fait ces mecs. Donc la cliente potentielle, c'est une nana qui se rend compte qu'en effet à la maison ça fait pas le job, mais moi en tant que père qui fait le boulot, et en tout cas j'ai l'impression, je me dis bon bah les gars, on fait plusieurs paris en le nommant comme ça. On fait le pari qu'il y a un certain nombre de couples hétéros qui sont assez mûrs pour avoir cette discussion avec la BD comme support. C'est-à-dire que j'imagine qu'aujourd'hui, là où on en est avec tous les témoignages de femmes qu'on a recueillis qui en ont marre,
on sent que c'est en train de bouillir et que ça déborde, que la cocotte déborde et qu'elles en parlent à leur mec, que le débat il est déjà ouvert et que la BD va être un support de plus. Ouais. Le deuxième pari qu'on fait, et c'est un pari qui me rend quelque part un peu triste, c'est que le fait qu'on soit des mecs qui écrivent cette BD peut rendre le discours plus entendable pour d'autres mecs. Je l'ai lu encore cette semaine, je sais plus où, dans une tribune dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, mais avec ce regret que les mecs... en fait, ce qu'on raconte dans la BD, c'est pas très révolutionnaire. C'est déjà dans un certain nombre de livres d'écrivaines féministes. Ce qu'on fait peut-être de différent, c'est qu'on essaie vraiment de faire un focus en prenant une focale du point de vue des pères, alors que jusque-là, c'était plutôt du point de vue des mères. Mais les stats, elles sont déjà connues. La différence, c'est que c'est des mecs qui écrivent cette BD, et donc on veut interpeller nos homologues pères en leur disant, regardez où on en est, regardez ce que disent les stats, les chiffres, regardez ce que disent les mères. Il y a cet écart qui se maintient. Ta réaction, qui est aussi la mienne face à tout ça, il y a une humoriste australienne géniale qui s'appelle Anna Gatsby qui a un concept qui s'appelle la ligne. Les hommes veulent sans cesse se positionner autour d'une ligne pour savoir s'ils sont du bon ou du mauvais côté. Moi, quand je lis cette arnaque des nouveaux pères, je me dis, est-ce que j'en fais partie ou pas ? C'est vraiment mon premier réflexe, un peu affolé, et j'essaie de me dire, non, je n'en suis pas. Mais en fait, c'est pas trop le sujet. Il y a un continuum de je fais tout à je fais rien. Et le but, c'est d'être, comme Stéphane le dit souvent, d'être le plus juste possible et de pouvoir se regarder dans une glace en se disant j'ai pris ma part et ma juste part. Et l'arnaque, c'est un truc qui va un peu provoquer pour dire on est encore trop loin du bon endroit sur la route de l'égalité, quoi. Après, le truc, ça m'est encore arrivé hier, t'étais pas là à France 24, oui, il y a une meuf, et ça nous est arrivé plusieurs fois, qui m'a dit mais putain, mais merci les gars, parce que en fait... Je le savais, je le sentais. Vous avez mis des chiffres sur un truc, sur cette putain d'arnaque et machin, et vous pouvez pas savoir le bien que vous m'avez fait. Mais franchement, j'étais ému aux larmes vu comment elle en parlait hier. Donc, c'est un titre qui est forcément simpliste, comme tous les titres, et on est deux journalistes, donc c'est un titre de journaliste, quoi. Mais moi, j'ai pas trop de doutes. Enfin, on aurait pu faire autre chose, hein, mais quand je vois les réactions des meufs qui disent putain, mais vous avez vraiment touché un truc, je me dis bon, c'est cool. A priori, on est à côté. Si je peux rebondir encore, le simplisme, j'ai l'impression, moi, tu vois, m'a questionné. Je me suis questionné sur l'arnaque, a questionné tout un tas d'autres mecs, dont toi, dont moi, voilà, je m'inclus là-dedans. Mais les réactions des femmes et des mères à cette BD sont beaucoup moins heurtées. Non, mais tu vois, ça pose. Mais bien sûr, les gars, pourquoi ? Question. Parce que vous mettez en effet ces chiffres qui sont criants de vérité, mais qui finalement mettent des mots et peut-être d'un autre côté rassurent cette fameuse nana que t'as croisée hier qui te dit merci, j'en étais sûr, je m'en doutais. Mais maintenant, essaie de savoir, est-ce que le taf va permettre aux mecs de se dire waouh, c'est chaud les gars là. Là, à la fin, quand tu fermes ton bouquin. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, même si encore une fois, je suis concerné par la thématique, puisque j'ai un petit média, j'en parle depuis maintenant plus de 2 ans, on est vraiment là-dedans, machin, et on essaie de faire bouger les lignes. Moi-même, à la fin, en fermant la BD, j'ai fait wow, les chiffres sont quand même... Et je les connais pourtant, tu vois, mais mis bout à bout comme ça jusqu'à la fin, je me suis dit, ok, c'est impressionnant. Et j'aimerais que les mecs, finalement, c'est bien que les nanas se disent, ok, c'est... Bravo pour mais c'est les mecs qui doivent se dire ok, il y a un truc à bouger. Ouais, mais alors je pense qu'il faut aussi être franc là-dessus, c'est que si on commence à attendre après les mecs pour se bouger, si tu veux, on n'avance pas. On n'aurait pas de congé paternité qui a augmenté. Enfin, tu vois. D'ailleurs, dans un média il y a pas longtemps, vous êtes intervenu en disant où sont les manifestations des pères, voilà. Au moment où on enregistre au mois de septembre, il y a en Grande-Bretagne des pères qui font des actions activistes pour le congé paternité, en mettant sur les statuts célèbres des bébés en échappe de portage sur des statuts de mecs. En France, quel mec activiste, et moi le premier, tu vois, pourtant j'ai milité, mais on a été incapable de s'organiser, de faire quelque chose comme ça. Donc si on attend après les mecs, non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, dans les travaux comme ça, moi ce que je comprends, et je mets là les stratégies de conduite du changement que j'ai pu apprendre en entreprise, c'est que tu as des mecs qui sont déjà alliés, si tu veux, même s'ils sont pas parfaits. J'en fais partie, t'en fais partie, vous en faites partie aussi. Même si on est loin d'être parfait, on est déjà allié à la cause et ça va nous permettre de creuser le sujet. C'est une très belle synthèse en effet de ce qui existait déjà. Plus quand même, on y reviendra, mais avec des choses que vous avez vraiment apportées, je trouve. Et pour les femmes en effet qui vont l'acheter, ça va aussi leur permettre peut-être de pointer du doigt déjà que, en fait, elles sont pas folles. Sur le fait que c'est une réalité commune à tout un tas d'autres femmes, parce que tu as aussi des femmes, faut pas l'oublier, qui sont peut-être un peu isolées dans ces problématiques, qui se rendent pas compte, tu vois, qui sont pas partie des groupes militants, parce qu'en fait elles ont pas le temps, parce qu'elles sont justement surchargées par la charge mentale, et du coup ça va aussi leur permettre
pas forcément dans le conflit, mais d'argumenter avec leur mec sur le sujet. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi, tu vois. Moi, j'ai le recul des 2 ans de mon bouquin pour les pères. Il y a des femmes qui l'ont lu à la place du père, mais du coup, ça leur a donné des clés pour amener le père à le lire et pour amener les sujets, tu vois. Donc, en fait, c'est tellement complexe qu'il faut y aller, quoi. Et du coup, le titre L'arnaque, il picote. Il picote. Il gratte. Il gratte. Il gratte. Mais c'est le but. Mais à un moment, faut bien y aller, quoi. Dans vos échanges, justement, puisqu'on parle des freins et des résistances qu'on peut avoir, vous, dans vos échanges avec des pères modernes, quelle résistance ou frein vous avez identifié pour empêcher cette égalité? Alors moi, j'aime pas trop le terme égalité, je préfère parité plutôt, parce que l'égalité, c'est fluctuant dans la relation quand même. Même la charge mentale, c'est fluctuant. Qu'est-ce qui les empêche d'aller vers cette parité? Quels obstacles sociétaux, culturels et personnels empêchent les hommes de s'investir davantage? C'est là où on a essayé de faire avec cette BD. Donc, on a fait un titre qui était un peu punchy, mais on a essayé de faire une BD qui était nuancée. D'ailleurs, nous-mêmes, on est parti très très fort dans le bille en tête sur tout ceci est la faute des pères qui ne s'investissent pas. Et au bout de l'enquête, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a une question évidemment de capacité des pères à se regarder dans un miroir et à être honnête par rapport à leur action. Il y a eu la facilité offerte par le patriarcat que d'attendre que ça soit fait et de se dire que si on ne fait pas soi-même les choses, elles seront faites par ailleurs par la mère des enfants ou par une femme de ménage racisée ou par quelqu'un d'autre. Il y a toute cette dimension-là, et puis il y a toute la dimension plus structurelle, et donc on en parle dans la BD, le congé paternité, l'organisation du travail, les schémas sociétaux traditionnels qui font que l'école, les institutions vont se référer d'abord aux mères pour lorsqu'il s'agit des enfants, et peut-être de bonne foi, parce que c'est souvent elles qui vont répondre d'abord. Il y a tout un tas de choses comme ça qui font que ça peut évoluer et qui expliquent un peu là où on en est, je pense. Oui, et après, il y a des barrières vraiment très tangibles. Le fait que le congé pater soit différent pour les hommes et les femmes, ça, c'est une barrière très claire. L'entreprise qui s'est pas beaucoup adaptée au changement de nos vies et du partage des tâches, etc. qu'on veut avoir. Et puis, il y a des barrières qui sont plus compliquées pour moi à atteindre. On n'est pas forcément complètement d'accord là-dessus, mais sur la relation à l'enfant, s'ouvrir à une autre forme de relation que l'autorité paternelle, etc. Laisser la porte ouverte à ses fragilités avec un gamin, lui montrer comment on peut être sensible dans ce monde, etc. Non, mais c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a aujourd'hui dans la société et dans les grands médias, y compris chez France Inter, du coup, beaucoup de messages qui sont véhiculés, on peut la citer, par une personne comme Caroline Goldman, par exemple, qui écrit dans son livre « File dans ta chambre » que le rôle du père, et la citation vraiment mot pour mot, c'est d'incarner la loi et d'intimider l'enfant. Intimider, c'est remplir quelqu'un de peur. Hein. Donc il y a aussi ça, tu vois. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, page 91. La précision de ce gars. C'est quelle ligne, Cédric, s'il te plaît? Ça, je saurais pas te dire, mais c'est. Ouais. Et elle tient le même discours sur l'antenne de France Inter. Ouais, je sais bien. Donc, chez France Inter et Radio France en général, tu parlais de congé paternité. J'ai eu la chance d'en parler avec un mec qui bosse là-bas il y a quelques mois. Vous avez, je crois, plus de 50 jours. Ouais, 55 jours. Ouais. 55 jours de passer à ça, en congé pat. Et forcément, je dis, mais mec, c'est extraordinaire. Ouais. Et donc, ça y est, c'est bon, tout le monde le prend. Il m'a dit, gars, personne ne le prend. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Pourquoi? Parce que t'as beaucoup d'intermittents, de permittents, de machins qui ont peur pour leur job, pour machin. Franchement, c'est noté, c'est inscrit dans la boîte. Mais c'est très, très compliqué à mettre en place. J'ai eu un petit ascenseur émotionnel. Je lui ai fait, ok, super. Enfin, une boîte qui s'engage. Et là, il me dit, bah non, en fait, c'est très compliqué à mettre en place. Bon, voilà. Ça pose la question du caractère obligatoire du congé paternité. C'est-à-dire que le meilleur moyen de faciliter la tâche au père en la matière, c'est de l'allonger, évidemment, et de le rendre en partie, parce qu'il l'est déjà, je crois, pour 11 jours ou 7 jours, je sais plus bien. Il est déjà obligatoire pour une petite partie, mais d'allonger cette période-là, parce que on a le sentiment, au vu des études qu'on a lues, au vu du voyage qu'on a fait en Suède aussi, que le changement radical pourrait intervenir avec un congé paternité où le père passe une période seul à seul avec l'enfant. C'est bien, vous anticipez ma question suivante. Donc c'est parfait. Alors en effet, à ce moment, le congé paternité, c'est 28 jours en France et 7 obligatoires. 7. Vous avez d'ailleurs interviewé Adrien Taquet. J'ai bien aimé la petite fin d'ailleurs. que je salue Adrien dans cette BD. Et du coup, je trouve aussi que le terme d'arnaque là est particulièrement pertinent. Comme vous le disiez dans votre première réponse, c'est que l'arnaque elle est à différents niveaux. Il y a aussi une arnaque politique d'avoir vendu cet allongement
l'allongement du congé paternité à 1 mois avec les éléments de com du gouvernement en mode on a doublé le congé paternité, ce qui est mathématiquement vrai, il n'y a pas de débat. Et ça va tout changer. Par contre, non, ça va pas tout changer. C'est totalement faux. Ça, et d'ailleurs, même Adrien Taquet, dans votre BD, en tout cas, semble le reconnaître, de dire ça avance trop lentement, etc. La question que j'allais vous poser, c'était les lois évoluant lentement, quelle serait votre mesure prioritaire? Donc je pense comprendre que c'est le congé paternité. Ouais, équivalent, ça c'est sûr. Et je pense que franchement, c'est une proposition qu'on n'entendait pas il y a quelques années. Enfin, personne ne l'a portée. C'était pas dans les programmes en France. Enfin, et là, elle commence, bien avant la BD, on n'a rien à voir avec ça, mais elle commence à émerger dans le débat public. Et on trouve des mecs pour commencer à la porter. Et je pense que c'est vraiment le dénominateur commun qu'il peut y avoir à toutes les luttes et à toute cette prise de conscience masculine, féministe, entre guillemets, autour de ces questions, quoi. Il y a d'ailleurs une députée, Sarah Legrain, juste avant la dissolution qu'on a connue en juin 2024, qui avait finalisé son projet de loi pour un congé paternité de même durée que celui des mères, pardon. Moi, la proposition que je soutiens, encore une fois, c'est une femme qui a fait le taf. Parce que même sur le congé paternité, il ne faut pas se mentir, ce sont quand même les femmes et les assos féministes qui ont fait le taf avant les mecs. Et il y a ce livre de Violaine Dutrot, Maternité, Paternité, Parité, qui est vraiment hyper intéressant à lire, que j'ai reçu dans le podcast. Et sa proposition, elle se résume sur 4 points. Alors, elle est beaucoup plus complexe que le résumé que je vais faire, mais il y a 4 points majeurs. C'est durée égale. Alors attention, durée égale, donc 16 semaines, mais pas forcément disposition égale. Les mecs, on n'a pas besoin de s'arrêter 6 semaines avant. Voilà. Mais durée égale, 8 semaines consécutives, pas forcément à la naissance, mais à un moment, il faut qu'il y ait 8 semaines consécutives, obligatoires. Correctement rémunérées, puisque ça aussi, on voit notamment avec le travail d'Alix Ponton, qui est aussi dans votre BD, on voit bien que ce soit dans les franges les plus populaires ou les plus aisées, la rémunération est un vrai frein à la prise de ce congé paternité. Et aussi, 2 semaines obligatoires minimum, à la reprise du travail de la mère, le cas échéant, pour mettre le père en autonomie. Et c'est ambitieux, mais je pense que c'est le minimum en fait, par rapport à ce que vous avez vu dans des pays comme la Suède, c'est quand même le minimum. Et ça, c'est une proposition qui est très factuelle. Tu vois. Très, très concrète, et c'est intéressant. C'est, voilà, les 2 semaines d'autonomie, ça peut être 2 semaines, ça peut être plus, je ne sais pas comment il faut que ça se passe, mais ce qu'on a lu, nous, et qui nous a vraiment marqué, c'est que ces 2 semaines, elles apportaient 2 choses. Ça apporte des compétences parentales au père, qui se retrouve seul avec l'enfant, qui découvre des choses, qui découvre comment gérer son enfant et qui devient un peu en mesure, comme la mère l'a fait pendant le temps où elle était seule avec l'enfant, de gérer tout seul. Et ça, c'est essentiel. Et puis, et là, on fait coucou au père, c'est aussi affectif. C'est un moment où l'enfant va avoir un référent principal pendant cette période-là, son père, lorsqu'il est dans un couple hétéro avec un papa et une maman. Il va avoir un référent principal et donc, il va développer un lien affectif. Et ce lien affectif, ça permet quoi? Ça permet que 3 mois plus tard, quand l'enfant marche sur un Lego, il se jette pas forcément uniquement dans les bras de sa maman en pleurant, parce qu'il sait que son père peut être là et c'est plus équilibré. Et je pense que ça, c'est quand même dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt du père parce qu'il va être content de voir que son gamin ne le met pas de côté. Et puis évidemment, dans l'intérêt de la mère qui n'est pas en première ligne uniquement, quoi. C'est hyper important. Je trouve ce que tu dis, c'est que en plus, alors Violaine Dutrot, elle développe dans son essai toutes les implications économiques, sociales, en termes de justice sociale aussi. C'est vraiment passionnant. Moi, j'invite tout l'auditoire à lire Violaine. Elle est fascinante. Mais il y a aussi un vrai sujet, tu vois, par rapport notamment à ce qu'on disait sur l'image du père et notre cher ami Caroline Goldman, c'est que l'image du père qui est vendue, tu vois, dans la culture française, donc très punitif, très autoritaire, plutôt autoritariste, ça vient aussi du fait que du coup les pères ne s'intéressent aux enfants qu'au moment où il y a besoin de sévir, tu vois, c'est-à-dire vers les 2-3 ans, tu vois, au moment où il y a une certaine affirmation, au moment où il y a une expression du non, de la volonté personnelle. Et moi je trouve, pour l'avoir vécu, tu vois, du coup, et Rémi aussi, toi tu l'as vécu, le fait d'avoir pris soin de tes enfants très tôt et seul, moi pour l'avoir vécu par la force des choses, en fait c'est surtout que même, tu vois, dans le lien père-enfant, ça va créer autre chose. Tu vas créer une relation très différente, une relation d'attachement plus profonde. T'as pris soin en fait. Et en fait, t'as développé d'autres techniques déjà dans la relation. Ça a l'air de rien, mais jour après jour, au fil de l'autre, t'as développé autre chose que cette vision autoritariste. Tu vois, t'as juste à arriver et dire tais-toi ou sinon sanction, etc. C'est vraiment très différent. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai sujet aussi, tu vois, dans la relation à l'enfant, qui doit être porté par ça, quoi. C'est pas, tu vois, c'est pas juste économique, social et tout, tu vois, sur l'inégalité. Il y a un vrai sujet de relation à l'enfant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Vous, en tant que père. Moi, je suis complètement d'accord. C'est essentiel. C'est ce que tu dis. C'est que je crois que tu diras ce que t'en penses, Stéphane, mais je crois pas qu'on se reconnaisse dans le fait que le rôle du père soit celui d'intimider. Moi, j'imagine un rôle qui est celui d'un parent neutre, comme peut l'être celui de la mère, c'est-à-dire affection, autorité, guidée dans la vie, mais tout ça. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait une répartition genrée des tâches entre le père et la mère. Il me semble que ça ne peut être que préjudiciable pour les deux, même si on en a parlé pas mal avec Tissou Lecoq. Elle explique qu'il y a une logique dans la parentalité à la spécialisation, parce que c'est plus efficace, et donc l'un peut se spécialiser dans telle tâche et l'autre dans l'autre, parce que chacun va acquérir des compétences, etc. Mais il peut y avoir aussi une logique face à cette mécanique à ce que chacun soit en mesure de tout gérer, à être en mesure d'affronter toutes les situations, parce que sinon on se retrouve avec des situations où on est obligé de déléguer à l'autre parce que nous, on ne sait pas faire. Mais ce qui est intéressant dans ta question, après on n'est pas forcément d'accord là-dessus avec Guillaume, c'est que je pense qu'il est possible d'être dans un foyer où tu fais 50-50 sur tout, la préparation de la valise, etc., quitte à ce qu'il y ait une spécialisation, et en restant un espèce de père à l'ancienne dans la relation avec ton gamin, quoi. En restant... voilà, je parle souvent de parpaing, cette espèce de parpaing pas fragile, qui a une autorité, qui sait où il va dans la vie, qui n'a pas de doute, etc. Donc je pense que c'est vraiment le stade ultime de la révolution qu'on appelle de nos voeux, du changement de ton rapport à l'enfant. C'est que derrière le partage des tâches et de la charge mentale, il y a vraiment le truc en plus, c'est quel genre de parent tu es et quel genre de père tu es. Mais c'est ça en fait, c'est que dans le prendre soin en fait, notamment quand t'es seul avec l'enfant, mais en fait t'organises tout seul aussi. Tu sais, moi j'ai cette image que j'ai vécu plusieurs fois. Tu sais, tu vas au parc avec ton enfant et même tôt, tu vois. Et tu vois, je me rappelle de ce moment où on était allé au parc de la Coccinelle, près de chez moi, et je vois qu'on est 7 darons seuls avec l'enfant. Et je me dis, putain, c'est génial, tu vois, cool, tu vois. C'est super, il y a plein de darons qui prennent leurs responsabilités et tout. Et on arrive, il pleuvait, donc on arrive, tout le monde se regroupe un peu au moment de manger, si tu veux, sous un même préau. Et là, j'ouvre le sac que j'avais préparé. C'est pas pour me le jeter des fleurs, c'est juste qu'en fait, la réaction de tous les autres pères était assez différente. Enfin, pardon, de 5 autres pères était assez différente, parce qu'il y avait un autre père qui avait préparé comme moi. Et vraiment, les 5 autres pères ont dit à peu de choses près la même phrase. Voyons voir ce que maman nous a préparé. Tu vois, et je trouve que tu vois, dans l'autonomie d'être seul, c'est ça aussi que tu apprends en fait. Donc du coup, les valises en fait, ça suit. Tu vois, c'est juste, je sais que je peux m'occuper de mon enfant, je sais que je peux m'occuper de moi-même. Ça suit. Moi, tu vois, pour moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pour moi, ça part de l'enfant. Et après, ça se répercute dans le reste de la relation. Et pour moi, ça démarre dès la grossesse en fait. Plus tu es impliqué en tant que père dès la grossesse, c'est-à-dire les cours de préparation à la parentalité, à la naissance, plus tu montres, entre guillemets aussi, tu prouves à ta compagne que tu es investi dans ta parentalité, dans ta paternité, plus l'après sera facile. Je vous donne un exemple clair. T'as plein de nanas qui ne font pas confiance en leur mec. Qui n'ont pas confiance en leur mec parce qu'elles se disent, ok, le gars, en fait, ne sait pas gérer puisqu'il ne s'est pas vraiment investi pendant la grossesse. Pour moi, ça part de là. Parce qu'en fait, tous ces témoignages que j'ai pu avoir dans le podcast, machin, et notamment un, qui te dit, elle est toujours là. Elle est toujours là derrière moi, elle check tout. Pourquoi elle check tout ? Parce qu'elle n'a pas vraiment confiance. Parce que tu ne t'es pas investi dès le départ, en fait. Tu étais un peu en dilettante, en disant, ouais, de toute façon, c'est elle qui gère, c'est son corps, c'est son truc. Et du coup, au moment où bébé est là, eh ben, il y a un truc de manque de confiance qui fait que on est toujours un peu derrière ton dos. On est toujours un peu à te checker derrière, comme ça. On te prépare le sac parce qu'on sait que tu vas pas le faire et que tu vas mal le faire. Là, t'es déjà en retard, quoi. Ouais, t'es déjà en retard. T'as déjà un train de retard sur ta paternité, tu vois. Et puis après, pour revenir sur ce que tu disais, je pense qu'on a aussi tous et toute notre background, tu vois, quand tu parles de père avec son autorité, son machin. On est issus, nous, là, tous ici, de cette génération qui ont eu des pères un peu, voilà. Et comme le disent certains de mes invités, Mike, il s'est intéressé à moi quand j'avais 12-13 ans et qu'il fallait changer un truc sur ma bécane. Mais moi, j'ai eu personnellement un père qui était un père à l'ancienne, mais qui n'a jamais été violent, qui était très empathique, qui était très, très doux. Et est-ce que ça m'a amené à avoir une paternité peut-être un peu plus smooth et un peu plus vraiment basée sur les émotions, sur l'écoute et sur l'investissement à fond, parce que j'avais très très envie d'être investi dans ma paternité, sans y avoir réfléchi même avant. Juste ça restait chez moi très naturel. J'entends ce que tu dis, mais j'ai l'impression que ça tend à changer parce que je ne veux pas, comme beaucoup de mes potes, être ce qu'on appelle la grosse voix. Ça ne m'intéresse pas. Et j'ai dû le dire à ma nana, qui n'a pas eu du tout cette éducation-là d'ailleurs, parce que son père n'était pas très présent dans son enfance. Mais un jour, je l'ai entendu dire, tu vas voir quand papa il a... J'ai dit non, mais il n'y a pas de tu vas voir quand papa, parce que papa, c'est pas son taf en fait. Papa, il n'a pas du tout envie d'être dans ce rôle-là.
Et donc, ne me mets pas là-dedans. Parce que je ne veux pas être là-dedans, en fait. Je veux pas être la grosse voix. Je veux pas être papa qui vient et qui dit ouais, ça c'était là. Parce qu'il faut que papa gueule. En fait, je veux être à égalité. Je veux essayer de faire qu'il y ait une sorte d'équité dans notre couple et dans notre parentalité. Et je ne veux pas être l'autorité, la grosse voix. Papa, il a pas de sentiments. Papa, il pleure pas. Papa, c'est un dur à cuire. C'est pas ma life. Et donc, ne me mets pas là-dedans. Mais je voulais en parler parce que c'est peut-être un peu, elle aussi, le patriarcat qui l'a foutu là-dedans, dans ce truc où on a grandi comme ça, où en gros, pour elle, c'était moi, c'était mon taf. Bah non, désolé. Mais c'est ça. Et puis en plus, le pire, c'est que ça entretient, parce qu'on a parlé de la vision proposée du père dans la culture, notamment la culture psychanalytique très présente en France. Du coup, elle nourrit aussi la vision de la mère, c'est-à-dire totalement dans l'émotion, incapable de la moindre autorité, totalement soumise à son empathie envers les enfants. Non, les darons sont tout autant capables de faire d'autorité. Après, est-ce qu'il faut, sur certains messages, en effet, faire une équipe et amener le message en disant écoute, là, on a un sujet avec notre enfant, il faut qu'on ait le même discours, la même cohérence. Ça, oui, tu vois. Mais en effet, jouer sur ce côté, tu vois, quand ton père sera là, c'est compliqué, ouais. Ce que tu dis sur le fait que ça se lance dès la maternité, enfin dès la grossesse, on l'a beaucoup retrouvé dans la BD, et notamment quand on a été voir Gilles Vaquier de la Baume qui fait des cours pour des ateliers du futur papa, donc des cours pour les futurs pères sur une journée où ils apprennent à changer des couches, à savoir réagir à tous les cris du bébé, à savoir quoi faire en cas d'urgence, et puis un discours plus politique sur la place qu'ils doivent prendre et le fait qu'ils ne sont pas des assistants des mamans, mais des parents à part entière. Je me permets de te dire, excuse-moi, je te coupe, parce qu'on peut saluer Gilles, parce qu'il a vachement évolué là-dessus. Parce qu'au début, ses ateliers, il n'y avait pas ce discours politique-là, et en passant chez Victoire Toyon et tout, il a vachement fait évoluer son discours là-dessus. Ah bah, moi, je suis arrivé là-dedans... D'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je veux dire, je suis arrivé là-dedans en me disant que j'allais aller voir un truc un peu pour extorquer des sous à des jeunes papas en galère. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement intelligent, politique et vachement bien. Et là où ça me fait penser à ce que tu dis, c'est que j'ai parlé un peu aux pères qui étaient là. C'est juste l'exemple d'un atelier, mais ils me disaient, pour certains, qu'ils étaient là parce que, en fait, leur copine était en pleine grossesse et qu'ils se sentaient largués. C'est-à-dire qu'ils voyaient que leur copine commençait à développer des compétences, à lire des choses, à apprendre des trucs, à savoir gérer avant même que le bébé soit là. Et eux, ils étaient là un peu, ils étaient en retard, quoi. Donc, ils se disaient, pour certains, je vais faire ça comme ça, je vais être aussi au niveau. Il y en a qui étaient envoyés évidemment par leur copine, et je crois que Gilles m'a dit que c'était quand même l'un des principaux ressorts de présence à ces ateliers. Mais il y a vraiment ce truc-là en fait, ça commence... presque dès le premier jour, dès qu'il y a une grossesse qui est en cours, les questions peuvent commencer à se poser, et il faut essayer d'être au niveau, quoi. Et avant que ce genre de bouquin sorte comme le tien, tu vas être papa, et comme tant d'autres, moi sur la première grossesse pour ma fille, ma grande Mila qui a 12 ans, je me souviens lire, tu vois, les bouquins. En fait, je voulais pas. J'avais vraiment cette conscience-là de me dire, je veux pas être largué, en fait. Je veux savoir ce qui se passe. On va avoir un enfant, on va être parents. Et j'ai encore du mal à me dire que on est en train de parler de sujets où à chaque fois le prisme part. Enfin, ça part de la mère, quoi. C'est la mère qui pousse à. Tu vois. Il y a d'ailleurs dans la BD sur ce passage de l'atelier Futur Papa, moi une vignette qui m'a marqué. Ce moment où on voit le portable, le message d'un papa qui est en train de dire visiblement, moi de ce que j'ai compris, qui est en train de dire à sa compagne qui doit être enceinte sûrement, tiens, j'ai appris ça, machin, et qui lui répond, je suis pas tout à fait d'accord, on en reparle quand tu rentres. Tu vois, c'était vraiment super amusant parce que je furetais et il doit m'en vouloir aujourd'hui s'il a lu la BD, mais j'avais un œil un peu au-dessus de l'épaule de tout le monde, je regardais ce qui se passait, quoi, et je voyais que lui il débriefait tout à sa nana, c'était dans l'échange, je pense, genre voilà, j'apprends ça, je te le raconte. Mais là-dessus, il y avait la position un peu d'autorité dans la réponse de la nana qui... La validation, quoi. Voilà. Alors, j'ai pas exploré plus. Est-ce qu'ils étaient dans une situation à deux où, en fait, la nana, ça faisait 5 mois qu'elle avait tout lu et qu'elle l'a envoyé à l'atelier en lui disant, là, maintenant, mets-toi au boulot, et que lui, du coup, il venait un peu en mode, maintenant, on va faire comme ça. Et elle lui disait, mec, c'est pas parce que tu passes 1 heure avec Gilles Vaquier de la Baume que tu vas tout m'apprendre. Est-ce que c'était un ressort de couple différent? Je sais pas, mais c'était assez amusant, quoi. Mais tu pointes du doigt un truc où tu viens de dire c'est parce que tu passes 1 heure avec comment il s'appelle, Gilles, pardon, que tu vas tout m'apprendre. Ton mec ne veut rien t'apprendre.
il veut apprendre lui en fait ce qui se passe, et il veut en apprendre un peu plus sur sa paternité et sur comment gérer un bébé, parce qu'on va pas se mentir, moi avant d'avoir ma fille, j'ai tenu un bébé dans mes bras peut-être, mais je parle d'un nourrisson, un tout petit bébé, je sais pas, 2 fois dans ma life. Il fallait aussi me rassurer, j'avais aucun doute sur l'amour, sur tout ça, mais en matière de savoir-faire, quoi. Bah ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas eu, la grand-mère qui se tourne vers nous pour nous dire, voilà, comment on change une couche, enfin tous ces trucs qui se mesurent pas. À la fin de la course, c'est quand même un énorme déficit, quoi. Et tu te retrouves vraiment dans une situation où, bon, bah, je vais tout apprendre, en fait, dans les premières semaines. Et pareil avec le personnel de santé, même à la naissance, hein. Enfin, très clairement. Oui, s'ils se tournent vers la mère. Oui. Moi, tu vois, j'ai le souvenir de ma compagne qui avait subi une césarienne non prévue, qui pouvait pas se lever. Et au moment du premier bain, alors je sais plus si c'est une aide-soignante ou une sage-femme qui dit je vais vous montrer comment on va donner le bain. C'est comment dire, moi je parle avec beaucoup de pères qui me disent j'ai pas osé, ou c'était peut-être plus facile les gars, on va pas se mentir, mais moi tu vois j'ai osé dire non mais en fait vous allez me montrer à moi, et voilà, et j'ai pu acquérir la compétence parce que ma compagne n'avait non plus elle jamais donné de bain à un bébé de sa vie. Donc, mais voilà, tu vois. Ouais. Donc j'étais le premier à avoir la compétence, tu vois. Et c'était super. Mais en effet, si t'es pas dans cette démarche-là, le système aussi, tu vois, qu'il y a autour, parce qu'on peut tacler les pères, on peut questionner les mères, mais il y a aussi le système dans lequel on vit, tu vois, et que vous interrogez dans la BD. C'est ça aussi, tu vois. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour lutter là-dessus. Il y a des solutions individuelles, il y a des solutions collectives, mais en effet, faut aller chercher ça, tu vois. Et par contre, Rémi, il y a un truc, tu vois, quand tu dis ouais, le papa, il vient parce que il veut en apprendre plus. Moi, je mets quand même un bémol à ce propos-là. Pour avoir animé des conférences, des cercles de pairs et tout, il y a des mecs qui viennent parce qu'en fait, leur meuf leur a dit tu y vas. Et que quand tu les interroges, moi j'ai vraiment beaucoup de mecs qui m'ont dit mais en fait, je sais pas ce que je fais là, quoi. Non, mais je reviens pas forcément là-dessus. Je reviens sur la réflexion que lui a fait sa nana en lui disant tu vas pas m'apprendre. Ah oui, d'accord. Non, mais là, c'est moi qui le pose en question. Je sais pas du tout quel était le ressort de ce couple, mais je me dis justement, parce que je pense un peu comme toi, Cédric, que c'est possible que des mecs soient un peu téléguidés là-bas. Bien sûr. J'avais pas le sentiment que c'était. Enfin, les mecs qui étaient là étaient franchement tous investis. J'ai aussi écouté, il n'y avait pas de blagues sexistes. Enfin, on n'était pas dans un boys club. C'était vraiment un truc, une dynamique positive, quoi. C'est possible que dans le ressort de ce couple, comme dans d'autres couples, il y ait le truc où la nana a pris de l'avance parce que le congé maternité fait que mécaniquement la mère va prendre de l'avance dans les compétences, dans la gestion de l'enfant, et après il faut voir comment ça se passe, quoi. Parlons un peu des réseaux sociaux. Allons-y. Vous écrivez dans la BD ces nouveaux pères qui se mettent en scène sous une pluie de likes Instagram. C'est quoi le rôle des réseaux sociaux dans la construction de cette image idéalisée des nouveaux pères ? Pensez-vous que l'hypermédiatisation des pères sur Instagram et autres plateformes aide ou freine cette évolution ? C'est une vraie question qu'on s'est posée, notamment avec l'exemple de Vianney, donc qui s'était mis un peu en scène dans la presse, en train de donner un biberon, préparer un biberon et donner un biberon à son gamin. Nous, on était un peu sceptiques sur le côté rétribution immédiate liée à un truc qui est hyper normal. Et puis Alix Sponton notamment et d'autres gens aussi nous ont dit mais attendez, on part de tellement loin, enfin là je vais caricaturer un peu sa position, mais on part de tellement loin qu'on a besoin d'être percuté par des images comme ça, des images de père avec un nourrisson et un biberon, parce qu'elles sont très rares en fait. C'est-à-dire que par défaut, si on était une IA et si on devait mettre en scène un parent qui donne le biberon, ce serait une femme. Parce que dans les archives, ce sont 95% des femmes. Donc je pense que ces images, elles sont absolument... Elles jouent un rôle positif. Après, elles ont leurs limites aussi parce qu'il y a une arrière-pensée derrière, et on l'a vu avec l'exemple de Vianney, où le journal qui a publié la photo a écrit, je sais plus quoi, il donne un coup de main. L'histoire de papa modèle aussi. Non, ouais, mais j'ai trouvé ça très dur, en vérité. En fait, non, c'est très dur. On est parti dans la BD en se disant Vianney, pas bien, voilà, il se met sur Instagram avec son biberon. En fait, l'histoire, elle est quand même plus complexe. Il fait des photos de lui avec son biberon avant un concert. Il les met sur Instagram, pluie de likes, bravo le papa, etc. La photo est reprise par donc un magazine qui dit formidable, il est en train de filer un coup de main à sa compagne qui est violoncelliste, pardon, je sais plus exactement, mais qui a une carrière internationale, qui n'a rien à envier à Vianney. Et déjà, l'image, elle est déjà un peu, transformée par la presse magazine. Et ensuite, Vianney, 1 an plus tard, je crois, a décidé de mettre sa carrière en pause, l'a annoncé publiquement, et donc a fait
quelque chose qui me paraît plutôt dans une dynamique positive, avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur le fait que c'est évidemment plus facile pour quelqu'un avec des revenus plus importants de le faire qu'avec quelqu'un qui est ouvrier et qui n'a pas cette chance-là. Mais c'est une image positive, et donc c'est pour ça qu'on l'a mise dans ce chapitre, avec aussi Camille Combal, où on questionne cette image sur les réseaux sociaux et on se dit... Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il y a une tension. Je crois pas qu'on a de réponse définitive. Il y a une tension parce qu'il y a besoin de ces images. Il faut juste pas qu'elles servent à l'autopromotion. Il faut qu'elles servent à un mouvement collectif et à un changement. Moi, j'ai été très critique vis-à-vis de ça, de ces images. Moi, tu vois, même si moi, je peux me mettre en scène sur les réseaux sociaux, j'essaye d'éviter, tu vois, sur ces tâches-là, parce que j'ai vraiment cette remarque d'une amie militante féministe, qui s'appelle d'ailleurs Claire Tran, on peut la citer, salut Claire, qui m'avait dit, est-ce que tu vois des mères se prendre en photo en disant hey, je vais chercher des enfants à la crèche, je suis sorti plutôt pour aller chercher des enfants à la crèche. Non, tu le vois pas, parce qu'en fait je suis pas d'accord, tu vois. Attends. Je dis dans le micro, rien. tu le vois pas, et c'est vrai que moi, tu vois, je me disais putain, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait n'importe quoi. Et tu vois, au fil du temps, en discutant avec des pairs, en discutant avec des personnes dont c'est la métier, la recherche, des personnes, Alix Ponton, etc., est-ce que aussi c'est pas nécessaire, en fait, tout simplement? Est-ce que c'est pas nécessaire que, même si c'est une pluie de likes que les femmes n'ont pas, par ailleurs, que les mères n'ont pas, même si c'est une pluie de likes, même si je comprends tout à fait le côté agaçant pour l'avoir ressenti, est-ce que c'est pas nécessaire aussi, tu vois, dans notre société? Est-ce qu'on n'en est pas là, tu vois, justement, est-ce qu'on part pas de là, de dire, en fait, les darons, s'ils voient pas d'autres darons chercher les enfants à la crèche, ils croient que ça n'existe pas. Et après, en effet, comme tu dis, il y a aussi des sujets, moi je trouve qu'il y a une dimension de classe sociale aussi qu'il faut pas oublier. J'ai cet exemple d'un père influenceur, tu vois, qui disait que c'était une vraie difficulté pour lui de quitter l'open space à 17h, machin. Difficulté que j'entends, mais ça reste une difficulté d'un cadre sup dans un grand groupe aussi, tu vois. Moi, mon voisin maçon, si tu veux, qui est dans une PME, qui fait des chantiers de 8 à 20, c'est pas la même sauce, tu vois. Et c'est là où le politique et le social doivent prendre la main, tu vois, parce que là, l'individuel ne suffit plus. On parle pas qu'aux pères blancs, riches, aisés, tu vois. Enfin voilà, il faut que ça concerne tous les pères. Et en même temps, tu vois, ces petites images, peut-être que ça peut aider, des pères à voir. C'est vrai que tu vois, depuis, je me suis vachement détendu quand même sur le sujet. Et toi, Rémi, qu'est-ce qui t'a agacé dans ce... En gros, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que t'as un mec qui est en effet un artiste, qui a je sais pas combien de milliers de followers sur Insta, qui se prend en photo avec un bib. Et je suis pas d'accord sur le fait de se dire que les nanas se prennent pas en photo, c'est faux. T'as plein de comptes de mères qui se prennent en photo tous les jours dans leurs tâches quotidiennes. Aujourd'hui je fais ça, et je pourrais t'en citer 20 000. Et qui ont des likes de mères qui disent ouais, trop bien, chambé, alors qu'est-ce que t'as fait et tout, ok, des commentaires, machin. Lui, il a eu une pluie de likes, comme pourrait l'avoir actuellement Clara Luciani, qui vient d'avoir un bébé. Elle va repartir en tournée. Si demain, elle pose une photo sur ses réseaux avec son bébé, backstage et un biberon, on trouvera ça chambé. Et en fait, je comprends pas que tout le monde lui tombe dessus, parce que si tu veux, cette presse il a rien demandé à cette presse magazine qui dit ouais, mais on est bien d'accord là-dessus. Il fait le boulot, machin. Le mec, il s'est pris en photo, il vient d'avoir un bébé, et quelques temps plus tard, je suis même pas sûr que ce soit un an plus tard, il dit j'arrête toutes mes tournées, je vais être investi dans ma parentalité. Parce qu'il a la possibilité de le faire, en effet, et ça rejoint ce que tu disais sur les maçons, machin. Mais je ne comprends pas qu'on puisse questionner ça. Parce que si on commence à questionner tous ces mecs, et j'en suis moi aussi une preuve sur mes réseaux, parfois ça m'arrive de mettre des photos avec mes filles, mes machins, mais de manière très naturelle, pas du tout calculée. Je suis pas dans un truc à aller chercher du like, le machin. Je suis investi. Si ça peut, en effet, peut-être donner l'envie à d'autres pères de s'investir, c'est le but de mon média. Daron TV, c'est ça, c'est de se dire, ok, les gars, venez, on investit dans nos parentalités, on fait le taf et machin. Et donc, ce Vianney qui a demandé à personne, qui fait, bah ouais, c'est Vianney, donc le mec qui va avoir forcément quelques likes et quelques coms, il a rien demandé à personne, il est investi dans sa parentalité, dans sa paternité, il est très heureux d'avoir un enfant, il le poste sur les réseaux. Ouais, mais le sujet, c'est le traitement médiatique. Mais justement, il est là le problème. Qui a fait ce papier ? Qui a fait ce papier en disant ce mec, regardez-le, machin. Mais personne n'attaque Vianney, même pas dans la BD. C'est le traitement médiatique. Personne n'attaque la personne de Vianney, tu vois. Oui, mais c'est là qu'on trouve que la figure, elle est plus. Voilà. C'est vraiment l'illustration même pour nous du fait que le sujet est complexe et que on pourrait imaginer que de base, c'est quelque chose qui vaudrait d'être traché, que simplement se mettre en scène, parce que ça serait l'illustration de l'arnaque, parce qu'en gros, il ferait un biberon, il le prendrait en photo, mais il ferait jamais rien par ailleurs. Mais on voit qu'il a continué manifestement son engagement et que la société lui envoie des bravos à travers une presse magazine pour le truc qu'il fait. C'est ça qu'on questionne. T'as aussi envie de questionner l'acte de Vianney lui-même, parce qu'on est tellement dans la recherche de médailles, nous, les pères et les hommes les hommes qui se disent féministes, etc., que je trouve ça quand même sain de questionner ça, cette volonté de médaille
pourquoi il y a ça, combien de temps ça va durer, est-ce qu'on va réussir à passer à autre chose. Je pense que ça fait quand même partie de la question. Je suis même pas sûr qu'il y ait une volonté de médaille, enfin, pour parler de lui. Je sais pas, j'ai l'impression. Non mais et là, Vianney déboule dans le studio et enfin on va pouvoir répondre à la question. Mais les gars, la seule personne qui peut répondre à ça, c'est Vianney. Voilà, mais en vérité, bon, on peut aussi prendre le truc de manière basique. Il vient d'avoir un bébé, c'est sorti dans toute la presse. Il en fait une petite photo, il est présent, il le montre. Oui, mais ce qu'on peut questionner, c'est le traitement médiatique quand même. Tu vois, parce que tu parles des photos des femmes. Alors déjà, vraiment, si tu trouves une photo d'une mère qui dit « Aujourd'hui, j'ai quitté plus tôt pour aller chercher bébé à la crèche et qui se prend en photo gars, », mais je suis chaud. J'ai le phone là, qui est là dans ma poche. Mais enfin, perds pas trop de temps avec ça non plus. C'est une heure. Mais si tu veux, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est les photos des mères et les photos des pères. Ce qui est intéressant, il y a le traitement médiatique, mais il y a aussi le contenu des commentaires. Bien sûr. C'est que Vianney se prend en photo en train de donner un biberon, c'est mais bravo, mais quel homme exceptionnel et tout. C'est ça le contenu des commentaires. Ouais. Une femme se prend en photo en train de donner son biberon, bah déjà, c'est mais tu l'allaites pas? Oui, non, mais tu vois, c'est pas la même sauce. Tu vois, il y a quand même un double standard qui est assez différent. Et ça va être, alors bien sûr, il va y avoir des sebos, des machins, Clara Luciani, c'est pas sebos, machin, mais tout le monde va trouver ça normal qu'elle prenne du temps avec son bébé. Mais ça, on est complètement pas exceptionnel. Et puis, tu vois le truc, c'est là le petit double standard quand même. Avec les mères, on va être sûr, j'ai un présupposé peut-être à tort, mais que quand elle va se prendre en photo en train de donner un biberon à son enfant ou de l'emmener à la crèche, c'est une activité qui est faite de manière extrêmement fréquente, alors qu'avec les pères, il y aura quand même cette question-là, et c'est la question qu'on pose dans la BD, de est-ce que c'est un acte exceptionnel qui est mis en scène, ou est-ce que c'est la réalité concrète? Si c'est un père qui a pris un congé parental et s'occupe pendant un temps, X semaines, X mois, seul de l'enfant, j'ai pas vraiment envie de lui reprocher, parce que justement, ça peut être un modèle, quelque chose, une figure positive. Si c'est le mec qui gère pour la première fois depuis 3 ans la réunion parents-prof ou la sortie scolaire, mais par contre, on a le droit à 37 stories pour raconter ce moment de grâce, ça me gêne un peu plus. Mais du coup, ça, tu peux pas le savoir. Ouais, mais tu vois, on ne peut pas. Il y a quand même les données de sociologie. Mais c'est là, et c'est pour ça que je reviens sur le bouquin, sur ce qu'on disait au début, choqué par le titre. Et finalement, à la fin, quand j'ai refermé la BD, je me suis dit bon, les gars, je le savais. C'est comme le partage des tâches. Là, on donne des stats sur 70-30 et tout, mais en fait, ça, c'est du déclaratif. C'est-à-dire que c'est du ressenti du père et de la mère. T'as pas une caméra qui filme et qui derrière fait un rapport avec des chiffres, et à la fin tu sais exactement, si tu mets à plat toutes les actions qu'on prend dans une journée en lien avec un gamin, quelle est la répartition. Moi je rêverais de connaître ce chiffre. Et dans Daron TV, Camille Combal, si tu écoutes le début du podcast, il est à 60-40. Si tu l'écoutes jusqu'à la fin, il dit lui-même 80-20. Et peut-être que c'est 85-15. Mais Rémi, en plus, dans le spectacle Love Story dont tu fais la première partie, la chauffe, ce qu'on veut, on peut appeler ça comme on veut, tu vas chercher ce chiffre. Ouais. Je t'ai vu le faire. Ouais. Et tu vois bien qu'il y a le chiffre en effet de 70-30, mais que quand on a les gens en face de nous, hommes comme femmes, et qu'on fait dire la vérité, en effet, on est plus proche du 80-20 quand même. Mais on est plus proche du 80 sur mon média, sur Insta, les gars. Donc dans cette tu vas chercher tes ratios, ça s'appelle Daron TV et pas Daron TV, d'accord? J'ai 80% de meufs et 20% de mecs. Pourquoi? Parce que comme votre bouquin, les gars, j'espère que ce média, c'est pas moi qui l'ai décidé, ça s'adresse donc plus aux femmes. Là tu parles des commentaires sur les réseaux sociaux? Non, je parle des personnes qui me suivent. C'est ton nombre dans tes followers, tu peux savoir le genre. Je peux savoir, tu peux connaître le ratio. 80% chez moi de femmes, 20% de mecs. Et donc le prisme de la nana vers le mec. Tiens, regarde ça, c'est marrant. Là récemment, on parlait tout à l'heure, pardon, je fais une petite digression, mais on parlait de l'éducation qui a tendance souvent à appeler la mère en premier quand il y a un souci de santé ou quoi que ce soit à l'école. J'en ai fait moi une story très nette, parce que j'aime bien aller chercher des petites infos. J'ai le papier devant les yeux où il faut mettre premier parent, numéro de téléphone, deuxième parent. Moi-même, je suis à ça, je sais pas pourquoi, de mettre ma meuf en premier. Et donc cette réflexion m'a choqué. Je me suis dit, mec, qu'est-ce qui t'arrive, t'es taré ou quoi? Donc je me dis, bah non, c'était toi qui remplis, mets-toi en premier. Je me mets en premier. Et je mets ma meuf en second. Je fais une photo de ça, je la mets en story et je demande, et je pose la question, comment ça se passe chez vous? Qui est en premier, qui est en deuxième et qui on appelle en premier? C'est le raz-de-marée. C'est le raz-de-marée. Mais t'as plein de nanas qui m'ont dit, mais ce qui est fou, c'est que j'ai mis mon mec en premier, il est sur la liste. Mais à chaque fois, et on m'appelle moi, quoi. Et je ne comprends. Et puis là, j'ai eu toutes les maîtresses qui se sont lâchées en me disant, bah ouais, on appelle ma maman en premier parce que le père, déjà d'une, il va me demander d'appeler sa mère. Voilà, donc ça sert à rien. Il va demander l'adresse de l'école. Je perds du temps. Non, mais limite, voilà. J'ai un enfant chez vous.
vous parler, les gars. Et voilà, tu vois, ou alors il répond pas. C'est comme l'aide-soignante qui se tourne vers la mère pour lui montrer comment on prend un bain. C'est-à-dire qu'il y a un souci d'efficacité et on ferait la même chose à leur place. C'est que tu te dis, ça va être plus simple, ça va être plus rapide et ça va être mieux fait. À tort, peut-être. Tu vois, si on est. Ou pas, puisque voilà, mais s'il faut que ça change, à un moment donné, il faut aussi que toutes ces institutions changent, que ce soit l'hôpital, l'éducation, etc. Sylviane John-Pino en parle très bien dans son livre Pourquoi les pères travaillent-ils trop, qui malgré le titre, encore une fois, tu vois, qui pourrait se dire, est-ce que c'est pas un brûlot elle est pas tendre non plus avec les pères, hein, mais il y a une certaine réalité de société aussi qui vise à ce que les pères restent loin de l'éducation. Dans la BD, vous interrogez donc des chercheurs, des influenceurs, des pères d'aujourd'hui. Allez, quels témoignages vous ont le plus marqué et pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas une petite anecdote comme ça spécifique qu'on pourrait se ressortir ? Moi, j'ai beaucoup aimé, on a tous les deux beaucoup aimé notre voyage en Suède. On y a fait en 5 jours un peu un panorama express de ce qu'était la Suède par rapport à la paternité, la parentalité, et globalement, c'est quand même un monde meilleur. On a vu là-bas un homme qui est surnommé Oa Oa, qui est un haltérophile très connu dans ce pays parce qu'il a incarné dans les années 70 le changement de politique de la Suède et le fait que le congé parental devenait égal pour les pères et les mères et que la Suède appelait de toutes ses forces les pères à être investis autant que les mères. Donc, il est sur une affiche à l'époque avec tous ses gros muscles, sa chevelure hirsute, c'est quand même quelqu'un qui est visuellement très impressionnant, et avec un petit bébé dans les bras, et le slogan c'est congé parental. Donc on le voit 50 ans plus tard dans son appartement un peu délabré de Stockholm avec une canette de bière et un nuage de fumée, et il nous explique qu'il a trouvé ça génial à l'époque, mais que d'une part ça a été un peu trop loin et que maintenant les féministes sont un peu trop radicales, et puis que concrètement dans son couple, lui après avoir été haltérophile, je crois qu'il était restaurateur et que c'était quand même un peu compliqué à gérer, donc en fait c'est quand même sa copine qui a pris une bonne partie du congé parental, et lui il en a pris qu'une petite partie. On voit toute la différence entre le paravent et la promotion, et puis la réalité. La réalité, c'est aussi des questionnements sur les pères, leur engagement, puis la société qui fait que il y a des choses qui sont compliquées, je sais pas, il y a des commerces à tenir, des engagements individuels, et sans mouvement fort de la société, comme la Suède l'a fait, on n'avance pas. Mais même avec ces mouvements forts, on n'est quand même pas à l'égalité. Donc, il faut énormément d'action. Alors moi, après, tu vois, là-dessus, l'égalité, moi, je suis pas égalitariste, tu vois, pour un sou. Moi, je suis plutôt en train de... Et surtout, tu vois, c'est un truc, vu que nous, dans notre couple, avec ma compagne, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. On a connu une période où j'étais le seul à travailler pendant qu'on était étudiante, avec un seul salaire. Ensuite, elle est devenue dentiste. Donc, elle a gagné 2,5 fois mon salaire, etc. Et ensuite, j'ai arrêté de travailler pendant un temps, etc. La charge mentale, domestique et tout, c'est quelque chose qui peut être en mouvement aussi, tu vois, dans les couples, en tout cas hétérosexuels. Je pense qu'il faut sans cesse l'interroger, ça c'est important. Je pense que chercher l'égalité tout le temps, partout, pour citer une personne que j'ai reçue hier qui s'appelle Béatrice Camrère, je pense qu'il ne faut pas confondre l'idéal et l'objectif. L'objectif, c'est qu'on se sente bien dans notre répartition de charge mentale, qu'on en ait conscience. Mais après, ce que tu cites là, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le paradoxe scandinave ou norvégien, je crois. C'est un terme de masculiniste que j'utilise là, qui dit que même dans les pays les plus paritaires, les tâches genrées restent, tu vois, par rapport aux métiers de soins et tout, restent quand même majoritairement aux femmes, etc. Mais après, c'est juste parce que les cultures sont millénaires, tu vois. Enfin, ça va pas, même en Suède, ça va pas changer en 60 ans, quoi. Donc, mais ça nous montre, tu vois, en France, par rapport à là où on en est, le chemin qu'on a à faire, c'est pas avec nos 28 jours que ça a beaucoup changé. C'est clair qu'il y a du taf. De toute façon, c'est Là, tu rebondis sur la question qu'on se pose avec Stéphane tout au long de la BD et sur laquelle on n'est pas d'accord. Stéphane se pose une question, c'est combien de générations ça va prendre ? Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on y sera un jour, quoi ? Et ça me paraît dingue de se poser cette question qui, normalement, j'imagine dans mon monde de bisounours, devrait être vite répondue, ça devrait aller très vite. Mais Adrien Taquet dit comme toi, et je pense qu'il a raison, c'est des changements sociétaux qui prennent du temps, qui sont pas simples, qui interrogent des trucs très profondément ancrés, mais tout ton travail, tout le tien aussi, et ce qu'on essaye de faire de notre côté, c'est d'accélérer ce changement
avec nos petits bras, quoi. C'est la question que vous me posez d'ailleurs dans la BD. On était d'ailleurs dans ce studio qui n'avait pas la même tête, mais c'est est-ce que voilà, je pense que je vais le voir et tout. Et moi, je vous réponds en effet que je le verrai pas de mon vivant. Enfin, je pense pas avoir ça de mon vivant. Tu vois. C'est triste, peut-être, mais je pense que c'est plutôt réaliste. Donc voilà, on avance. Stéphane, est-ce que toi, tu as une anecdote particulière qui t'a marqué? Moi, j'ai pris une grosse tarte en Suède plein de fois pendant ce truc en Suède, mais notamment, on a assisté à des cours de comment ils appellent ça, M-Kunskap. De gestion domestique, d'art ménager. Et c'est en fait, les gamins, c'est dans des espèces de grandes pièces avec des lave-linges, des lave-vaisselle et des cuisines. Et les gamins, on leur apprend tout ce que tu dois apprendre pour faire tourner la maison, quoi. Et donc, on a été percutés par des images de mecs en survêt, casquette, 14 ans, tu vois, un peu rebelles manifestement, et qui ont un petit tablier et qui apprennent à faire un lave-vaisselle, à rendre une cuisine nickel et tout. Et ça, vraiment, je me suis dit, putain, mais là, ça c'est vraiment politique, quoi. Et en plus, c'est pas un truc qui a lieu une semaine tous les 4 ans, si tu veux, c'est pas l'éducation civique à la française, c'est vraiment un truc avec un continuum de formation tout au long de ta scolarité. Et je me suis dit, putain, ouais, ça, alors là, vraiment, je suis dans le futur, quoi. Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, revenons à nos pères, à nos hommes en France. Comment on fait, selon vous, pour motiver les hommes à s'impliquer davantage sans qu'ils se sentent attaqués? Parce que visiblement, un titre, déjà, ça peut provoquer beaucoup d'émotions. Donc, comment on fait? Ou est-ce qu'il faut accepter qu'ils se sentent attaqués? Ça, je sais pas. Moi, je pense que si on va vers un monde sans patriarcat, évidemment que ça va coûter aux hommes, évidemment qu'il va y avoir un côté moins confortable, qu'on va faire plus de trucs relous, enfin, évidemment qu'on va perdre un certain nombre de privilèges, c'est l'essence même du truc, mais je pense vraiment sincèrement qu'on a beaucoup à y gagner, puisque nous, on le voit, enfin, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, je le vois, je suis aujourd'hui moins patriarcal que je l'ai été, et la vie est plus douce, quoi. Et je pense que vraiment, les pères ont tout et les hommes en général ont tout à gagner dans cette histoire. Moi, j'ai une tendance naturelle à être le représentant du bâton dans l'histoire et à avoir envie de faire peur aux hommes en leur disant attention, parce que les femmes avancent plus vite que nous, et on l'a senti en faisant cette BD, et avec surtout toutes les réactions qu'on a depuis de nanas qui nous disent le constat est froid et clinique, et on en a marre et on n'en peut plus. Donc je pourrais avoir cette tendance à dire faites attention les gars, parce qu'en fait elles vont se barrer et elles auront peut-être pas tort. Mais j'ai envie d'adopter la ligne de Stéphane aussi, de dire qu'il y a plein d'avantages à ça. Il y a plein d'avantages dans les rapports humains, au foyer. On a énormément à y gagner avec ses enfants, d'être autre chose que le père parpaing, comme tu aimes bien dire. On a énormément à y gagner avec les femmes qui nous entourent. Moi, ce que je trouve génial depuis 5 ans qu'on est engagé sur qu'on fait ce travail de BD avec Stéphane, c'est que moi, il y a des copines autour de moi qui s'ouvrent sur des sujets qui, à mon avis, jusque-là, étaient quand même beaucoup réservés aux discussions de nana. C'est-à-dire que on a fait une première BD sur la contraception. Il y a des copines qui m'ont parlé de ça ouvertement, comme si je faisais partie du cercle, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Et là, dans la BD, il y a tout un tas de témoignages de mères. Les mères qui apparaissent dans cette BD, c'est beaucoup des copines qui nous ont confié des choses, des moments difficiles. Et je trouve ça vraiment touchant, et je trouve ça bien qu'on puisse avoir cette discussion qui est ouverte. Et il y a vraiment un avantage à mieux comprendre la moitié de l'humanité, quoi. Et comme on rentre dans l'intime avec ces 2 BD, ça m'est arrivé hier, je sais que ça t'est arrivé l'autre jour. Maintenant, les meufs notamment nous racontent leurs problèmes de couple, les meufs ou les mecs, comme si c'est hyper marrant. Tu te retrouves dans des situations de attends, moi j'ai fait un bouquin de journaliste en train de me déverser toute ta vie et tes problèmes avec ton mec, etc. C'est marrant. Mais ça montre aussi l'état de détresse, globalement, tu vois, sur ces sujets. Là, je voudrais vous poser une question qui me tient, tu vois, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que fils, même si c'est un mot que j'utilise pas dans ma paternité, mais qui me paraît importante, c'est dans la BD, vous avez changé avec vos propres pères. Donc ça, c'est un truc que font pas forcément beaucoup d'hommes. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je sais pas, c'est toi qui as réussi à le faire en premier, je crois.
Et ça a été dur pour tous les deux. C'est un truc qu'on a repoussé tous les deux sans se le dire, mais Pourquoi l'avoir repoussé à ce point-là? C'est ça. Bah parce que c'est dur. Mon père, c'est une figure que j'aime d'amour, mais avec qui on parle pas autant que j'aimerais. Donc réussir à lui parler de ça, à lui dire tu vas apparaître dans la BD, échanger, confronter l'image que j'ai de lui avec l'image qu'il a de lui en tant que père, c'était ultra intéressant, mais pas facile. Et puis voilà, fallait affronter ça parce que c'est un peu le boss final de la discussion quelque part. T'avais de la peur quand même alors un peu. Ouais, c'est un peu, vis-à-vis du de personnage, l'appréhension. Ouais. Pas de la personne, mais du personnage. Non, ouais. du personnage ou de la situation, parce qu'en fait, moi, c'était le fait d'échanger avec mon père que j'appréhendais. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, moi, mon père, tu vois, j'irais jamais lui dire, je me sens un peu déprimé en ce moment. Avec ma mère, sans problème. Et je sais que ça va engager un truc utile, intéressant. Enfin, un moment. Mais avec mon père, je ferais jamais ça. Je peux lui dire, j'ai des problèmes de fric ou je sais pas. Enfin, des trucs plus factuels, mais pas plus masculin. Ouais. Tu parles là quand tu parles de tu te sens un peu déprimé, tu parles de sentiments, tu parles d'un ressenti que tu vas aller vous chercher auprès de ta mère et échanger. Parler de fric avec son père, parler de situation professionnelle, c'est des trucs tu vois qui sont censés être dans le pour le commun des mortels masculin quoi, tu vois. Mais c'est pour ça que je pense que c'est vraiment après même le partage des tâches, la charge mentale, etc. C'est la dernière révolution, elle est là, c'est-à-dire de vraiment avoir une relation au monde différent en tant qu'homme et de ne plus être dans un truc. Enfin, moi, j'espère vraiment que mes gamins se diront pas, je vais pas dire à mon père que je me sens mal en ce moment parce que c'est pas son rôle et que c'est pas notre relation. Quoi. Et c'est pour ça que je suis pas. Tu vois, tout à l'heure, vous parlez de ce constat que vous faisiez dans la BD. Il y a encore du taf et ça va prendre des années. Tu le verras pas de ton vivant. Je suis pas sûr. Tu vois, parle de ces générations-là, c'est-à-dire que là, on parle de nos pères, la relation qu'on peut avoir avec nos pères, cette facilité ou pas de se confier. Et comme tu viens de le dire, tu n'as pas du tout envie de cette situation-là avec tes mômes. Et moi, de la même manière, déjà là, on est en train de changer quelque chose. Moi, je pense que ça a bougé. Là, il y a une strate qui bouge fort. Même à quelle échelle dans la société, tu vois. Ouais. Sans l'impulsion, vous êtes allé en Suède, vous avez vu l'impulsion politique et sociale qu'il y a eu dans les années 70, que ce soit vis-à-vis des congés parentaux, mais aussi des violences faites aux enfants dès 79. Tu vois, nous, en 2019, je reprends cet exemple, tu vois, si on sort même de la paternité, en Suède, en 79, interdiction des violences faites aux enfants, campagne sur toutes les bouteilles de lait, création de numéros, de contenu sur les télés publiques et tout. En France, 2019, tu as une loi qui sort, 2-3 articles pour dire qu'on interdit la fessée et terminé, quoi. Tu vois, je veux dire, et c'est pareil sur les paternités, tu vois, on est... moi, je mets juste vraiment un gros bémol sur attention à ne pas tomber dans le piège de la bulle, tu vois, dans laquelle on réfléchit, dans laquelle on discute. Est-ce que tous les pères ont accès à ça ? Bien sûr. Est-ce que s'il n'y a pas de sursaut politique et social, ça va bouger ? Et tel que je vois la politique évoluer en France, tu vois, on est plutôt en train de parler de retour d'autorité. Tu doutes de Michel Barnier, toi. Exactement. Ouais. Exactement. En plus, j'ai croisé Lucie Castet hier soir, tu vois, dans la rue. Je me suis permis de lui dire merci. T'as entendu là son nouveau gouvernement, ce qui est censé arriver au ministère de la Famille ? Non. J'ai oublié son nom, mais contre le mariage homosexuel. Oui, mais voilà, donc tu vois, je pense qu'il faut faire attention à ce que nos petites discussions, tu vois, d'ailleurs en plus on est tous des hommes blancs avec certains statuts sociaux, tu vois, autour de la table. Je pense qu'il faut juste faire attention à toujours garder ce dézoomage, tu vois, de temps en temps, de se dire, c'est pas parce qu'on en parle entre nous, même dans des sphères de nos amis et tout, mais qui reste dans certains cercles, que la société est en train de changer. Le vrai défi, c'est comment est-ce qu'on arrive à impacter la majorité de tous les pères. Moi, je suis d'accord avec toi. Je me dis juste que s'il y a quelque chose, le premier truc qui a un peu bougé, un peu plus, c'est cet investissement émotionnel. Comment dire, Christine Castelin-Meunier en parle quand elle parle de paternité impliquée. Il manque un mot, mais c'est ça. Et on le voit aussi dans les stats de l'INSEE, quand elle évalue le temps domestique. Les tâches domestiques entre les années 80 et aujourd'hui, ça n'a vraiment pas beaucoup bougé. Et si ça a bougé, c'est parce que les mères en font moins, parce qu'il y a un peu de délégation. Là où ça a bougé un peu plus, c'est le temps des pères dans les tâches parentales, les relations directes avec l'enfant, qui a doublé entre les années 80 et le début des années 2010. Ça reste inférieur à la mère, ça reste sur les tâches les plus qui créent du lien direct avec l'enfant ou qui sont visibles socialement, mais il y a un mouvement qui est quand même, je pense, un peu plus fort là-dessus. On est d'accord, après, c'est pas généralisé, on n'y est pas encore du tout dans une situation égalitaire, mais
je pense que là-dessus, il y a quelque chose où les pères voient un peu plus l'intérêt qu'ils ont à être avec les enfants, mais on a voulu aussi questionner dans la BD l'autre dimension, c'est quand on a des enfants, il suffit pas de jouer avec, il y a aussi toute une logistique derrière et qui rend dingue, à juste titre, les mères. Je voudrais revenir sur ma question quand même sur vos papas, parce que on va pas s'en sortir aussi facilement. Vous avez évoqué la peur de déclencher cette discussion, en tout cas l'appréhension c'est peut-être le mot plus adapté. Mais du coup, moi je m'intéresse ensuite à ce que vous avez ressenti pendant. En voyant les ouvertures, il y a quand même des mots aussi, voilà, où il y a aussi, en tout cas dans la BD, tel que c'est retranscrit, il y a je sais plus quel père, mais voilà, qui referme un peu la porte, disant c'était notre époque, c'était ceci. Bon, on va pas creuser plus loin. Qu'est-ce que vous avez ressenti un peu pendant, et aussi qu'est-ce que vous ressentez après? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait encourager les autres hommes à faire? Moi, pendant, c'est toujours la même histoire. J'ai trouvé ça hyper doux et hyper agréable d'avoir ce genre de discussion, donc très intime, vraiment au sens premier du terme, avec mon père. Et donc après aussi, j'ai vraiment eu, ça m'a vraiment fait du bien et me confirmer dans l'idée que il faut essayer d'être moins des parpaings et de s'ouvrir plus à ses fragilités, ses sensibilités, et être moins fermé au monde et en tant qu'homme. Et j'espère vraiment que avec mes enfants, j'ai pas envie d'être un parpaing, mais je pense que je le suis encore souvent, quoi. Ça suffit pas d'avoir envie, la volonté ne règle pas tout, loin de là. J'ai quand même été élevé pour être un homme parpaing qui ressent pas de trucs, qui s'ouvre pas à ça, et je pense que c'est en moi que ça sera toujours là, même si il y a un travail de déconstruction, même si je bosse dessus, quoi. T'as envisagé la psychothérapie? Oui, moi je fais une psychanalyse. Non, j'y travaille vraiment, hein, mais les ressorts qui vont à l'encontre de ça sont quand même partout. Et du coup, les relations avec ton père maintenant, est-ce que ça a changé quelque chose d'avoir cette discussion ou pas? Après, Guillaume, c'est ton tour, hein, tu vas payer. Après, moi, mon père, il a 87 ans, je l'aime très fort et il est plus près de la fin que du début. On sera d'accord sur cette réalité-là. Je vais pas le changer lui. Non, mais est-ce que c'est pas est-ce que ton père a changé, est-ce que votre relation a changé? Est-ce que vous avez parlé d'autres sujets? Mais mon pote, pour que la relation change, il faut que les deux changent, sinon. Oui. Mais peut-être, est-ce que toi, tu vois, ça t'a débloqué un truc du genre, tiens, là, je me sens un peu déprimé, je vais peut-être le dire aussi à mon père. Je sais pas, tu vois, je te pose vraiment la question. Après, c'est oui, c'est non, il n'y a pas de. Non, il y a aucun jugement. Non. En vrai, non, parce que mon père, il est tout en discrétion et il sera mal à l'aise si je viens le voir en lui disant. Ok. Un truc comme ça, quoi. Guillaume. Très bonne question. Je sais pas je crois pas que ça a vraiment changé quelque chose. Ce que ça a changé, c'est ma perception de lui en tant que père, où il m'a dit, il m'a raconté des passages de mon enfance. Il a eu toute une époque où il travaillait beaucoup de nuit, mais en fait, il me racontait que du coup, ça faisait qu'il y avait certains moments où c'était lui qui s'occupait de moi, et peut-être plus que ce que je le pensais, par exemple sur les couches, sur des choses comme ça, et où il était à la fois un peu plus en première ligne, et en même temps, il y avait le fait de travailler de nuit faisait qu'il était un peu bloqué sur la possibilité d'être là. Il était en décalage forcément, et que, pour le dire de manière très raccourcie, c'était pas toujours de sa faute si il en faisait pas autant que ma mère. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Après, est-ce que cette discussion, elle a permis de modifier les choses à la longue, de changer la relation à la longue? Pas forcément. Disons que je sais que en cas d'extrême urgence et de besoin impérieux, il sera toujours là. Est-ce que sur la discussion du quotidien, c'est à lui que je vais me confier s'il y a quelque chose qui ne va pas, et à lui que je vais penser en premier ou même en deuxième? Peut-être pas, parce que c'est pas dans sa culture, dans son éducation d'être ouvert là-dessus, mais toute la BD, elle a aussi servi à dire que tout ça, c'était des choses qui nous dépassaient aussi un peu, c'est des choses structurelles. Moi, je vois bien quelle a été la manière dont il a grandi, dans un milieu très populaire, très difficile. Ça a été très difficile pour lui, et je sais qu'à la fin de la BD, je le blâme encore moins qu'avant. Ça ne veut pas dire que je suis pas exigeant, mais j'ai un regard un peu plus compréhensif sur ses propres turpitudes, parce
parce que je vois que c'est pas facile, quoi. Pour finir sur cette question, est-ce que vous estimez juste aussi, si je dis que finalement aussi ce travail sur cette BD et cette discussion avec vos propres pairs et de voir les parpaings qui peuvent être, ça vous donne vraiment envie, vous, d'évoluer pour que vos enfants puissent avoir ces discussions du quotidien avec vous et émotionnelles aussi? Ah bah c'est sûr, mais ça pour le coup on l'avait vraiment avant la BD et je pense que on lit pas mal de bouquins d'autrices féministes. Il faut au moins que ça serve à ça, quoi. Qu'il y ait un rendement. Et donc ça, on l'avait chevillé au corps. C'est pas pour rien si on va sur ces thématiques-là. Après, c'est un plébiscite de tous les jours, quoi, parce que c'est pas évident. Et les ressorts vont à rebours de ça, très souvent. Moi, je me suis réveillé ce matin avec ma fille qui a crié « Maman !» Et maman était à la douche, j'ai été la voir et elle s'est retournée dans le lit, elle a mis la couette sur la tête et elle a dit « Mais non, mais je voulais maman !» Donc, je me suis assis à côté d'elle et au bout de 2 minutes, elle a fini par s'ouvrir en disant qu'elle voulait que ce soit sa mère qui lui mette une histoire et pas moi. Ça m'a mis en rogne pendant une bonne heure et je ne comprends toujours pas pourquoi. Donc, c'est exactement ce que tu dis, un plébiscite de tous les jours et un combat un peu permanent. Mais c'est sûr que j'ai pas réagi comme pourraient réagir d'autres pères d'autres époques ou peut-être d'aujourd'hui en lui disant d'aller se faire voir et en la punissant et en la mettant au bagne pour ça. On est dans une relation beaucoup plus ouverte, elle peut me parler et voilà, on se bat pour ça, mais c'est évidemment très différent et on y travaille tous les jours, quoi. Merci, c'est pas des sujets évidents. Dernière question du coup. Pour les pères qui nous écouteraient ou pour les mères qui nous écoutent et qui auraient des messages à passer aux pères, en tout cas pour terminer, si vous aviez 2-3 conseils pratiques à donner aux pères qui nous écoutent pour alléger la charge mentale de leur partenaire et s'impliquer davantage, ça serait quoi vraiment? Alors moi je commence avec un tout petit truc microscopique. Avec ma meuf, ma compagne, on lit beaucoup d'histoires à notre fils. On a toujours fait en sorte que ce soit moitié-moitié. Et en fait, on s'est rendu compte que naturellement, si on faisait pas gaffe, elle en lisait plus que moi. Parfois parce que c'est moi qui lavais la cuisine après le dîner, etc. Un jour, on a mis en place une règle. Elle lit 3 histoires et j'en lis 3. Et depuis ce jour-là, c'est vraiment 50-50. Donc il ne faut pas hésiter à mettre des mathématiques dans le partage des tâches. Il y a quand même une dimension qui m'intéresse dans cette règle, c'est que quand est-ce que l'enfant est consulté pour savoir s'il est d'accord avec cette règle? Désolé. Non, c'est une bonne question. Non, je pensais que tu allais dire pourquoi c'est pas celui qui a le plus de plaisir à lire des histoires qui en lit le plus. Bah non, parce que il y a quand même l'enfant dans cette équation et du coup en fait on a des adultes qui décident d'une situation qui implique l'enfant. Ouais, je sais que c'est ton dada. C'est mon dada, ouais. Mais après. Et c'est là que voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, moi c'est pareil. Je sais que c'est vrai qu'il est vachement impliqué là-dedans et il a raison et il y a du taf aussi à faire. Moi j'ai fait un peu ça moi avec ma meuf, donc où vraiment je vais reprendre vos 2 histoires très rapidement. Toi, ce qui t'est arrivé ce matin, moi quand ça se passe, je cours. Tu sais, maman, mais papa est là, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là, regarde. Je peux tout faire, je peux repasser un truc, regarde, je suis là, je suis présent. Donc ça me met pas en rogne, mais je me dis pourquoi elle a eu ce réflexe de maman alors que je suis là. Donc bon, je vois ce que tu veux dire et en effet, on en montre un peu plus. Et ça m'est arrivé aussi de dispatcher comme ça. J'aurais tendance à te dire que si ma fille, je parle de la plus petite, a des envies particulières, étant donné que la conversation est hyper ouverte à la maison sur tous les sujets et en termes d'émotion, elle aurait tendance à me le dire. Écoute, là, en fait, j'ai pas du tout envie que ce soit toi. Je préfère que ce soit maman qui me lise l'histoire parce que maman, 2 choses. Elle lit vachement bien et elle fait vachement bien les personnages. Et du coup, tu vois, je vais dire, ah ouais, Là, comme toi, je vais dire, putain, ok, super. Je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner, tu vas voir, je vais faire des voix de ouf. Et voilà, mais je suis clairement pas dans cette réflexion-là, puisque je me dis, ma fille, elle a la capacité, elle est en capacité de me dire, j'ai pas du tout envie que ce soit toi, mec. Je préfère que ce soit maman sur cette session-là. Et donc, elle n'est pas consultée, entre guillemets, puisque pour moi, elle n'a pas à l'être, puisqu'elle peut me donner l'info très rapidement en me disant, j'ai pas du tout envie que ce soit toi ce soir, pour une raison ou une autre. Et il n'y a pas de souci. Alors oui, comme le disait Guillaume, tu repars avec un petit putain. Pourtant, je fais tout, quoi. Je suis là, je suis impliqué à mort et tout, machin. Tu repars avec ta petite rage qui peut très bien arriver aussi aux nanas. C'est le pendant. Hein. Si ma fille demain lui dit je préfère que ce soit papa parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et quand il dit c'est top, je sais très bien que ma meuf va retourner dans le salon un peu. Voilà, super. Tu vois, bon, je suis partagé. Tu vois, oui, il y a pas d'avis. Je ne demande pas l'avis. Je la mets pas au centre de cette décision. Mais en revanche, si elle a un truc à dire, let's go. Il y a pas de problème. Guillaume,
conseils pour les... Les conseils, et là on s'inspire évidemment de plein d'écrits féministes, mais c'est la liste, on en a eu une bonne illustration quand on a fait la soirée de lancement de la BD. Un couple hétéro nous en a parlé. Ils étaient persuadés, surtout le mec, je pense, d'être dans une belle équité des tâches. Et puis la nana était un peu moins d'accord et ils ont décidé de faire toute une liste. Et vraiment, le mec il était déjà venu sur nos précédents projets, donc c'est pas du tout un mec mascu et qui prend toute la place. Il était convaincu qu'il en faisait autant. Ils ont fait une liste et je crois que dès la première semaine, en gros, elle s'est arrêtée de bosser le jeudi, c'est ce qu'elle disait, parce que elle avait déjà fait largement sa part et qu'il restait beaucoup de choses à faire pour le mec. Et en fait, cette liste, c'est la liste de toutes les tâches. On peut tout mettre dessus, c'est complètement ouvert, de tout ce que chacun fait dans la maison. J'ai ramassé 3 chaussettes, on peut le mettre. J'ai étendu une lessive, je sais pas quoi. Ça permet d'objectiver les différences et d'avoir une vraie discussion. Et je trouve qu'elle est intéressante parce que c'est pas quelque chose d'agressif, c'est chacun qui renseigne ce qu'il a fait. Et ça permet, je pense, à toute personne de bonne volonté, et notamment aux pères de bonne volonté, de voir qu'il y a un peu d'inégalité qui reste quand c'est le cas. Et c'est un bon moyen de sortir des grands concepts, des statistiques, et de dire comment ça se passe chez nous en direct. Voilà, ça fait 2 conseils. C'est très factuel. Voilà. Et pour les personnes qui... Alors ça, c'est la liste de tout ce qui est fait. Des fois, on parle aussi de faire des listes des tâches et tout machin qui existent dans la maison. C'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui savent pas que des tâches existent. Et moi, je conseille aussi toujours de mettre la fréquence des tâches. C'est important. Parce que c'est pas parce que tu as fait la vaisselle il y a 6 mois que tu fais la vaisselle dans la maison. Tu vois. Rémi ? Ouais, non, je disais, dans ce système-là, le fait de faire une liste et de savoir un peu machin, il y a souvent aussi un truc qui fait que on compte les points un peu, tu sais. Et ça, c'est source d'embrouille. Pour moi, c'est la parentalité, je parle du couple, la parentalité et la charge mentale, les tâches ménagères, ce que tu veux, c'est source d'embrouille numéro 1. Parce qu'il y a aussi un truc qui fait que plus tu t'impliques en tant que père, plus tu as ta façon de faire, plus parfois ça peut rentrer, tu sais, c'est cette discussion que tu n'as pas forcément avec ta nana avant d'être parent. De dire comment tu vois l'éducation des mômes, Moi, j'ai vraiment envie de m'impliquer, machin. Je vous le dis pourquoi, parce que j'ai plein de mecs qui m'ont envoyé des messages en disant c'est compliqué, mec, parce que je veux m'impliquer, j'essaye de faire plein de trucs, d'être au max. Et je sens qu'elle en a pas vraiment envie. Et du coup, maintenant, on est dans un truc où on essaye justement de passer par ces petites astuces de partage de tâches, on fait des listes, machin. Et c'est source d'embrouille parce que ça commence à compter les points. Et t'avais dit que, et t'as pas fait ci, et machin, machin. Ça, j'ai l'impression que dans nos parentalités investies, de part et d'autre, il y a aussi ce truc qui fait que c'est quand même pour beaucoup de couples source d'embrouille. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais très rapidement, c'est qu'à l'époque, et je dis pas que c'est le schéma puisqu'on fait tous le taf et on essaie de tendre à mieux. À l'époque, la question ne se posait pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ce truc de papa qui rentre du taf, qui pose sa mallette et maman qui a fait tout le taf avec ce côté. Elle est mère au foyer, elle a le temps, elle peut kiffer sa vie et se reposer, alors qu'elle en a fait toute la journée. Tu vois ce que je veux dire ? Ça se posait pas comme question. Et maintenant, quand je parle avec des potes, j'ai l'impression que c'est leur source d'embrouille numéro 1 dans leur couple. Il y a vraiment un truc là-dessus qui me... Je cherche encore la solution pour me dire quand est-ce qu'on va réussir à... Je sais pas, toi qui est en plein postpartum avec ton petit là. Là, en ce moment, vous êtes comment ? Votre relation, sans rentrer dans les détails, mais... Nous, depuis, comme je disais, sur 20 ans de relation, on a connu des moments où Noëlla avait beaucoup plus de charge mentale, mais d'un autre côté, elle était étudiante, et tu vois, elle le reconnaît, elle était étudiante, et elle était plus à la maison que moi, donc c'était juste normal, si tu veux. Après, il y a des choses aussi auxquelles moi j'ai mis du temps à comprendre. J'ai cette fameuse anecdote de la machine à laver, si tu veux, un jour, elle est partie un mois... Je travaillais chez McDo, moi, à l'époque. Donc, les vêtements McDo, si on veut pas être un gros crado, il faut les laver très fréquemment, tu vois. Parce que sinon, ça tue plus la frite tout le temps. Et elle est partie un mois à Madagascar. Et on a eu cette discussion, parce que moi, je lui ai demandé, tu sais, à l'époque, tu vois, donc je bossais chez McDo, j'étais très fiche procédure plastifiée, tu vois. Et moi, je savais pas utiliser la machine j'utilisais pas le lave-linge, je lavais jamais le linge à ce moment-là. Et je lui ai dit, mais attends, on va faire un process, tu vois, je vais me l'imprimer. Elle s'est un peu foutue de ma gueule. Je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut que j'y arrive ou est-ce qu'on veut que j'y arrive parce que je vais y arriver comme toi ? J'y arriverai pas comme toi. Mais il y a aussi eu cette réflexion de dire, c'était fou parce que je savais réparer le lave-linge. J'étais capable j'avais déjà démonté le lave-linge, tu vois, en cherchant des tutos et tout pour le réparer, mais je m'étais jamais dit, tiens, je vais le faire pour juste laver le linge. Donc on a eu cette discussion-là, mais on a aussi eu, ben oui,
tu vois, mais faut le reconnaître, tu vois. Bien sûr. Et c'est bien parce que, mais l'avantage c'est que quand t'as l'honnêteté de regarder d'où tu pars, tu vois aussi tout le chemin parcouru. Bien sûr, je te jette pas la pierre. Mais on a eu que le mec il sait réparer la langue. T'as vu? C'est costaud quoi. Mais je suis pas le seul, hein, parce que j'ai raconté cette anecdote-là à plein de gars et il y a plein de gars qui ont fait tiens, je peux faire ça moi aussi. Et à contrario, si tu veux, quand j'ai arrêté d'être en emploi en entreprise, donc en 2020, quand je me suis retrouvé moi à faire plus, parce que et même actuellement, je fais alors. Peut-être pas actuellement parce que le congé maternité entre-temps, donc cette année elle va être un petit peu différente, mais je me suis retrouvé à faire plus de choses, de tâches numéraires si tu veux à la maison, mais d'un autre côté c'est aussi normal, je suis à la maison, je travaille de la maison, donc ça c'est logique. Pour moi dans la charge mentale, t'as ce côté, c'est pour ça tu vois, je te disais que je suis pas égalitariste parce qu'il y a aussi des côtés pratiques. Par contre moi dans la charge mentale, il y a vraiment le côté considération du temps de l'autre. Je m'explique, ramasser 3 chaussettes parce que l'autre a pas été foutu de mettre ses chaussettes dans le bac à linge, pour moi, se dire que tu considères que l'autre va passer derrière toi et donc tu considères que son temps et son énergie sont moins précieux que le tien. Et pour moi, ça, c'est un vrai problème. C'est la première dimension qui me pose vraiment problème. Et que moi, même si c'est logique que je fasse plus la vaisselle, que je nettoie plus le sol, etc., parce que je suis là, en fait. Moi, je peux les lancer, les machines, tu vois, la journée, donc normal. Mais que je ramasse tous les jours, en cas exceptionnel, bien sûr, si on a en retard ou quoi, l'assiette qui a été laissée poser traîner, parce qu'à un moment, on a hébergé quelqu'un qui faisait ça tout le temps et ça m'a saoulé, tu vois, en mode, mais tu vas bien passer, c'est bon, tu vas t'en occuper, ça dure pas longtemps, mais si ça dure pas longtemps, fais-le, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la compétence. Aujourd'hui, dans mon couple, je sais que si Noël écoute, ça va la crisper un peu, mais malheureusement, c'est la réalité. Je sais faire tout ce que Noël a fait, mais l'inverse n'est pas vrai. Parce que pavé dans la mare. Parce que j'ai investi les tâches de soins parentaux, de cela. Elle n'a pas investi les tâches de bricolage, de tondre, de s'occuper du jardin, de gestion de la piscine, etc. Elle ne sait pas réparer un lave-linge. Donc ça peut, tu vois, ça peut. Et pour moi, il y a ce côté-là. C'est la considération. Pour moi, les 2 points majeurs, c'est la considération et la compétence. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la spécialisation. Est-ce que je suis capable, si l'autre n'est pas là, est-ce que je suis capable de tout faire? Mais est-ce que la distance de l'homme à ces tâches traditionnellement considérées comme féminines, elle n'est pas maintenant moins grande que celle des femmes à qui jamais on va leur dire, tu vas dans leur éducation, dans la société, nulle part, tiens, je vais te montrer comment réparer un lave-linge. Est-ce que ça, c'est pas encore... Mais les gars, il y a aussi un truc d'éducation, tu vois. Quand on était gamin... Le stéréotype, il marche dans les 2 sens, tu vois. Quand on était gamin, moi, j'ai une mère hyper féministe et tout, machin, qui nous a élevés, qui était mère au foyer, qui était là, quand tu vas apprendre ton appart, tu sauras tout faire, mec. Te faire à manger, faire tourner une lessive, repasser tes chemises, machin, avec le petit pli qui va bien et tout. Moi, j'ai pas connu ça. Hein. Ouais, mais tu vois, mais voilà. Mais l'inverse, bizarrement, je sais pas pourquoi, j'étais hyper focus là-dessus. Gars, tu me demandes de planter un clou et faire tenir un cadre, je suis dans une merde noire. Tu vois? Donc il y a un truc hyper inversé, mais je te dis ça pourquoi? Parce que moi, j'ai ancré ça en moi, dans ma vie et dans mon quotidien. Donc à la maison, pareil, si tu m'écoutes, j'espère que tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'on est vraiment à 50-50 à tous les niveaux, rendez-vous, médecin, machin, nan, nan. Mais pour revenir sur ce que tu disais, hier, petit coup de Karcher sur la terrasse, bah tu vas le faire. Je dis bah non, parce que tu sais, j'ai pas le temps, faut que mais tu peux le faire, non? T'es là, t'es à la cool là pour l'instant, t'as pas les filles sont pas encore arrivées et tout machin. Si t'as envie de passer je te le branche. Dans sa tête, c'était le Karcher, c'est toi, c'est le mec, c'est l'homme, c'est papa qui passe le Karcher. Elle t'a cleané la terrasse, mon gars. Tu sais, le truc en plus hyper. C'est génial, c'est ludique. Ouais, c'est ludique et puis c'est satisfaisant comme les mômes. C'est satisfaisant. Et que je suis rentré, elle m'a dit, regarde la terrasse comme elle est. Mais même tondre, moi, tu vois. Et je dis, bah tu vois, je veux dire, c'est même pas une question que tu peux le faire. Bien sûr que tu sais le faire, il y a pas de souci. C'est juste que t'étais bloqué dans un truc. Voilà, non, ça c'est vraiment une tâche pour mon mec, c'est une tâche masculine, tu vois. Et c'est ça aussi qui finalement on déconstruit. C'est ça aussi qu'il faut aller chercher parce que aussi dans l'éducation qu'on va fournir à nos enfants, on a une Adelphi, donc on a une fille et un garçon. Et moi j'ai envie que mon garçon il sache qu'il peut faire la lessive, qu'il peut ceci, cela, bien entendu. Mais j'ai aussi envie que ma fille elle sache qu'elle peut planter des clous, d'ailleurs elle adore ça, et qu'elle peut tondre, etc. Bien sûr. Ça va aussi dans ce sens-là. Tu vois. Et pour revenir sur un truc rapide où je reviens là-dessus, on se dit que forcément tout ça va prendre énormément de temps et que les charges machin. Je sais plus qui disait que, et tu vas me le confirmer, vous aussi les gars. Nos enfants nous regardent plus qu'ils nous écoutent. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? En Suède, tu as ce proverbe qui dit que nos enfants ne deviennent pas ce qu'on dit, mais deviennent ce qu'on fait. Voilà. Et tu as mon ami André Stern qui dit que nos enfants deviennent principalement tels que nous les voyons, mais aussi tels qu'ils nous voient. Et donc là, tu as l'info clé. Tu as l'info clé. Moi, mes filles, je te le dis, hein, je repasse leurs fringues, je fais tourner les scies, je fais à bouffer, enfin tout. Je veux dire, mais elles, en tant que femmes, quand elles auront
Je connais pas leur orientation sexuelle et on verra, et voilà. Mais imaginons qu'elles soient dans un couple hétéro. Si jamais ce mec se dit, ok, gars, on va faire un 80-20, je vais rien foutre. Elle va s'occuper de tout, machin. Mais le schéma qu'elle aura, elle, imprégné dans sa tête et dans sa manière de vivre, c'est le schéma qu'elle aura vu tous les jours de sa vie. Ouais. Tu vois ? Et forcément, là, ça va changer la ligne, parce que ça va faire bouger les lignes, parce qu'elle va lui dire, mais mec, t'es sérieux là ? Tu t'attends que je me fasse à bouffer, que je prenne les rendez-vous chez le médecin, que je fasse tourner les lessives, que je remplisse les cahiers des mômes à la rentrée, mais ça va pas ou quoi ? C'est pas l'exemple que j'ai eu. Donc plus on s'implique aussi dans nos parentalités, que ce soit qu'on ait des filles ou des mecs à la maison, plus j'ai l'impression qu'on avance à ce niveau-là, tu vois. Merci beaucoup. Merci Stéphane, merci. Guillaume, Rémi. Merci les gars. Merci de m'avoir invité, ce Cédric. chouette J'avais échange. tellement envie de les voir. Et à très bientôt. À bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.